En principe, il devrait y avoir un générique, une musique, entêtante, prenante ou très douce. On aurait pu demander à Brian Eno de venir, poser quelques petites notes comme ça. On aurait mis des jolies lumières, peut-être un joli graphisme ou un joli décor ou quelque chose de très rassurant comme le ventre, enceinte d'une femme. On aurait pu mettre des jolies choses comme ça. Mais on est tellement assommé de bruit, d'images que, pour cette première émission, ce que je vais te demander à toi qui nous regarde, à toi qui nous écoute, c'est de fermer les yeux pendant 3 secondes et d'imaginer le générique que tu veux pour cette émission. De t'imaginer le fond que tu veux, la couleur que tu veux, le son que tu veux, la musique que tu veux. Faisons appel à l'imaginaire. Fais appel au tien, on en a besoin en ces temps-ci. Et imagine pendant les 3 secondes qui viennent le générique de Salut la compagnie, c'est à toi, tu as 3 secondes devant toi. Salut la compagnie. Bonsoir, Salut. madame, messieurs. Salut. Bonsoir. Salut la compagnie, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast entre artistes consentants où pendant une bonne heure, je pense, on est parti pour ça, on va vous parler d'écriture, de culture, de coups de cœur, peut-être de coups de gueule, on va aussi parler d'amour, de joie, et vous pourrez retrouver ce podcast. Alors si vous nous regardez sur YouTube ou sur Facebook, c'est facile, il suffit de le partager, de le liker, propager la bonne nouvelle autour de vous. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Podcastic, sur PodCloud ou Spotify, vous pouvez nous retrouver et nous écouter. Mais je tiens à remercier avant tout mes tres amigos qui me font l'honneur et la joie d'être là ce soir avec moi. Nous sommes le dimanche 5 avril 2020. Ils me font le bonheur d'être mes invités de ce crash test. Natacha Astuto, Frédéric Merin, Nicolas Maury. Bonsoir. Bonsoir. Salut à toi. Alors, on va faire les présentations. Moi, c'est Lilian Lloyd, je suis un auteur contemporain, pas encore mort, metteur en scène, comédien, et parfois j'ai fait quelques petites notes de musique, mais on va laisser ça de manière très, comment dirais-je, très confidentielle. Honneur aux dames, si vous permettez, messieurs, que je vous présente, que je nous présente, celle qu'on ne présente plus, mais pourtant il faut toujours la présenter parce que c'est toujours un plaisir de la présenter. Et en plus, Même on la quand elle n'est voit. pas présentable. Exactement, Nicolas. Ne commence pas à gâcher les présentations des autres. Natacha Astuto, auteure, comédienne. Alors c'est auteure, autrice, comment tu dirais toi? Alors, il paraît qu'on dit autrice, que le mot de base, c'est autrice, qu'il a été perdu dû au sexisme ambiant auquel nous sommes soumises depuis de nombreuses années et siècles. Mais donc, j'ai toujours dit auteure parce que je trouvais ça plus joli. Mais en fait, si on veut être respectueuse et respectueux, c'est autrice. Alors, tu seras autrice et Voilà. comédienne. Voilà. Frédéric Merin. Alors toi, je vais dire, c'est un homme de lettres. Pourquoi? Parce que de nous tous qui pratiquons l'écriture, Frédéric, c'est alors le mec qui s'est confronté à tous les genres. Je me demande à quel genre tu n'as pas touché, tu vas nous en parler de toute façon, parce que tu as écrit du théâtre, du one-man, des haïkus, donc forcément des poèmes, des nouvelles, des romans qui sont édités, des scénarios, même des courts-métrages, et peut-être même, je crois, un scénario de long-métrage qui n'était pas une adaptation de quelque chose, peut-être je me trompe. Oui, sans doute, peut-être, ne serait-ce qu'en devoir de fac, mais est-ce que ça compte vraiment? Mais oui, on s'est collé à cet exercice-là, oui. Oui, toi, tu t'es collé vraiment à tous les exercices. Et enfin, Nicolas Maury, alors, auteur, comédien, metteur en scène, prof de théâtre. Dans quel sens tu préfères tout ça? Dans quel ordre? Je préfère les choses dans le désordre de manière générale. Donc, il n'y a pas quelque chose de préférence dans tout ce que je viens de dire? Écoute, en ce moment, je suis prof par Skype, puisque forcément tout le monde est confiné. Je suis très très peu auteur, mais comédien tous les jours. Donc non, mais vraiment pour le coup, je suis très très bien dans tous ces métiers. Alors, ce qui nous réunit tous les quatre aujourd'hui,
C'est l'écriture. Mais est-ce que l'écriture nous définit comme le violet donne sa couleur au lilas? Même si on sait tous que le lilas, c'est pas violet, mais lilas. Que cherche-t-on dans l'addition des mots, dans la juxtaposition de lignes où s'exposent des vies que l'on invente? Pour qui écrivons-nous? Pour quoi faire? Quelles sont les résonances? Est-ce qu'écrire, c'est crier dans le Grand Canyon, dans des cavernes et espérer que l'écho parviendra à des oreilles sensibles pour nous répondre qu'on nous a bien entendus, ou nous demander de fermer notre gueule parce qu'on est juste bourré en bas de l'immeuble et qu'on soliloque à minuit en faisant chier tout le monde? Sommes-nous un art majeur, un art mineur qui cherche un diamant dans le charbon? Sommes-nous la noblesse? Sommes-nous les eaux troubles? Sommes-nous le souvenir? Oui, je sais, c'est du bachung. Et tout ça pour vous demander, chers invités, est-ce que tout est écrit? Est-ce que tout a été écrit? Vous avez 1 heure devant vous, j'écouterai le replay. Bonsoir. Il est con. Bien. Il va Alors, mieux, Lloyd, il va mieux, ça se voit. il va mieux. Mais répondez-moi à cette question. Allez-y, Natacha. Déjà, j'aimerais savoir, pour les gens qui ont imaginé comme générique le petit bonhomme en mousse, on fait quoi? On ne fait plus rien. On ne fait plus rien. On essaye quand même de leur donner autre chose derrière. D'accord. Alors, est-ce que tout a été écrit? Premier sujet. Non. Non. Nicolas. Qui commence? Fred. Quoi, non? Fred. Non, tout n'a pas été écrit parce que déjà tout change. Tout change tout le temps. Les structures, on peut dire d'une certaine manière que les structures, elles sont presque figées, mais c'est pas le cas. Il y a des grands arcs narratifs qui existent depuis la nuit des temps, mais quand on commence à creuser un petit peu, on se rend compte que ces grands arcs narratifs, et c'est ça, je rebondis à mon avis, Natacha, tu vas abonder dans mon sens, c'est des arcs qui sont très sexistes finalement. J'ai lu un article hyper intéressant sur la fameuse progression du héros qu'on nous a servi à la fac avec le climax, tout ça. Et en fait, quand tu le compares à un orgasme masculin, tu trouves des similitudes très, très troublantes. Et donc, à partir du moment où tu te dis, tiens, et si j'essaie de faire une autre structure narrative qui ne serait pas calée sur l'orgasme masculin, mais sur autre chose, est-ce que... Si c'est l'orgasme féminin, ça va faire ça, en fait. Hein. Ah ouais, mais pourquoi pas? Que l'orgasme masculin, ça fait ça. C'est ça. Donc, c'est peut-être plus... Alors, j'ai fait des images, pour ceux qui nous écoutent. Faudra regarder sur YouTube. Voilà. Donc, non, tout n'a pas été écrit. Et puis, pour ceux qui seraient dans une grotte isolée du monde, actuellement, on est en confinement avec une épidémie qui nous plonge dans une situation qu'on n'a pas connue, nous, en Occident, et même... la planète n'a jamais connu ça, donc évidemment, il y a des récits qui vont sortir de ça. Alors, il y a des récits opportunistes, et puis il y aura aussi des récits sincères. Donc, non, tout n'a pas été écrit. La vie fait que tout a été écrit. My two cents. Natacha, d'après toi, pour toi, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Moi, j'aime bien ce que Fred a dit. Je suis assez d'accord sur le fait que non, tout n'a pas été écrit pour la simple et bonne raison que la vie évolue, l'humanité évolue, le monde évolue. Donc, il y a des nouvelles choses qui viennent après. Effectivement, qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été écrites, mais il y a les manières qui changent, il y a les émotions qui changent, il y a les façons de les raconter qui changent. Donc, je crois pas que tout ait été écrit. Et si d'aventure, c'est quelque chose qui a déjà été écrit, parce qu'après, il y a des choses qui font partie de l'être humain, ça n'a pas été dit peut-être d'une certaine manière ou d'une autre. Donc, je pense que non, on peut encore découvrir des belles choses et on peut encore proposer des belles choses différentes. Nicolas, est-ce que la façon de raconter les histoires est toujours la même, d'après toi? Écoute, si tout a été écrit, en tout cas pas par moi. Donc, peut-être, autrement dit, si tous les arcs narratifs existent, c'est à nous de changer les flèches. Donc, il y a une façon, on a tous une autre façon d'aborder le monde, d'apprendre les choses. Je pense que si tous les quatre, on nous demandait d'écrire la même histoire, ça donnerait au final 4 histoires fort différentes. Donc, moi, je me demande pas si tout a été écrit, je me demande qu'est-ce que j'ai envie de raconter surtout. Moi, par exemple, pardon, je coupe, mais ça m'est arrivé quand j'avais lu, je crois, c'était Les Choses de Pérec, quelque chose comme ça.
J'avais eu le sentiment qu'il avait tout écrit et que je me disais, en fait, moi, il me reste plus rien, et ça m'avait considérablement, pendant un certain temps, totalement paralysé, en fait. Ça vous est jamais arrivé de tomber sur une écriture de quelque chose ou de quelqu'un, alors ça peut être une écriture ou ça peut être une série ou un film, qui racontait tout ce que vous vouliez raconter, et vous vous dites à ce moment-là, merde, est-ce que je peux pas raconter la même histoire, ou est-ce que c'est possible? Alors, j'ai une réponse. Ouais, moi, ça m'a fait ça quand j'ai lu Irving pour la première fois, John Irving. Quand j'ai lu la première fois Le Monde selon Garp, j'ai fait OK, ce type, cet auteur un peu connu depuis, ce type a écrit ce que je pensais n'être réservé qu'à la littérature de savoir, un gros foutraque qui part dans tous les sens, et pourtant il y a un fil qui est très clair au milieu et qu'il arrive à suivre alors qu'il fait des circonvolutions autour de son histoire. Ça part dans tous les sens. Il met des éléments complètement improbables. J'ai lu ça, j'ai fait OK. Ça aurait pu me paralyser, comme je suis paralysé quand j'entends Jimi Hendrix et que je regarde ma guitare. Ça aurait pu me paralyser, et au contraire, ça m'a libéré, parce que c'était un peu en mode ah ouais, on a le droit de faire ça, en fait. On a le droit de faire ça, on a le droit de partir là-dedans. Donc ça a été très. Alors, il y avait l'élément que tu viens de dire, de se dire faut pas que je tombe dans le plagiat. Mais c'était vachement libérateur d'avoir cette autorisation, entre guillemets, par un auteur hyper reconnu. C'est peut-être ça, un référent. Oui, c'est ça. Natacha, est-ce que toi, tu as déjà rencontré ce genre de problématique? Je l'ai vécu quand j'ai vu le film Shame en 2011, je crois. Et ça m'a beaucoup troublée, parce que j'avais prévu, en fait. Tu sortais du lycée, c'est ça, toi? Oui, non, effectivement, je sortais du lycée en 2011, voilà. Mais en fait, ça m'avait beaucoup perturbée, parce que j'avais prévu d'écrire une pièce de théâtre sur ce sujet-là, sur l'addiction. Et ça faisait pas mal de temps que j'essayais de chercher comment je pouvais faire une pièce de théâtre qui traite de l'addiction au sexe, et pas un film, parce que évidemment qu'avec le cinéma, ça aurait été plus simple pour montrer les scènes. Et du coup, je m'y suis pas mise, en me disant il faut que je trouve comment je peux parler d'une addiction au sexe au théâtre. Et j'ai un petit peu perdu du temps à réfléchir de comment je pouvais faire ça. Et j'ai vu le film Shame. Et en fait, j'étais en colère. Non, là, ça m'a pas libérée, en fait. J'étais vachement en colère. C'est un film de Steve McQueen qui traite de l'addiction au sexe, et qui m'a bouleversée, tellement il m'a parlé, ce film. Mais en même temps, j'étais super en colère, parce que, et d'ailleurs, on est en 2020 et j'ai jamais écrit la pièce. Je l'ai toujours dans un tiroir. Elle était prévue, mais maintenant que j'ai vu ce film, je me suis dit je peux pas faire comme si je l'avais pas vu et que personne l'a vu, puis que personne ne le connaît. Et puis, alors, j'ai pas dit que je le ferais pas. J'ai pas encore trouvé vraiment la solution de comment faire ça au théâtre, mais j'ai envie de le faire. J'ai vraiment envie de traiter ce sujet-là. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je le ferai, probablement que je le ferai, mais il fallait aussi que je prenne un peu de distance par rapport au film, et de distance dans le temps, et on verra. Mais alors moi, ça m'a pas tellement libérée, non, ça m'a pas mal foutu en colère, en fait. Je me suis dit, mais merde, t'aurais dû l'écrire avant. Ce qui était complètement con, parce que le film était écrit, j'imagine, déjà avant, mais enfin voilà. Nicolas? Moi, ça m'a fait ça avec la soupe aux choux. Non, c'est pas. Non, moi, s'il y a une écriture qui m'a à un moment un petit peu peut-être fait peur, dans le sens où je me suis dit, ah oui, ce mec-là, il a dit un peu tout ce que j'avais envie de dire, c'est celle de Pierre Desproges. Voilà, quand j'ai lu Desproges assez jeune, finalement, puisque je me rappelle, c'est mon oncle qui avait les bouquins de Desproges dans les éditions, vous savez, France Loisirs, voilà. Et je piquais ça, je regardais ça vite fait, et puis à un moment, j'ai arrêté de regarder ça vite fait, j'ai commencé à lire vraiment, et je me suis dit, ce type est d'une intelligence et d'une méchanceté extraordinaire, et je veux être ça quand je serai grand. Et bon, alors au final, de Pierre Desproges à
part les initiales, j'ai pas grand-chose à voir, mais ça reste quand même un truc qui m'a, ça m'a, comment vous dire, c'est mon plein d'essence. Voilà, c'est mon plein d'essence. J'en ai eu besoin pour me mettre à démarrer, donc voilà, ça m'a pas écrasé au final, ça m'a plutôt boosté. Quelle est votre définition, chacun un peu de l'écriture? Est-ce que vous êtes capable de dire l'écriture c'est? Non, Nicolas? question suivante. Ouais, on peut faire le jeu des citations, hein. C'est Jules Renard disait écrire, c'est le meilleur moyen de parler sans être interrompu. C'est joli. Alors moi, je peux citer Philippe Bouvard, c'est ce qui est bien aussi. Il y a autant d'immodestie à écrire pour les autres que d'illogisme à n'écrire que pour soi. Natacha? T'es pas obligé de citer. Elle est en train de... Elle va sur Google, là. Elle va Non, sur mais- Google, elle va sur Pas les Quant deux, là, pour... pour un concours Tu de peux dire quiétude. Sacha Guitry, ça marche avec tout, Nathan. Ah non, Je non, suis non, contre les femmes. non, trouvez-moi quelqu'un d'autre, merde. Non, oui, oui. Lynn Morano a dit. Non, Qui a dit? Non, Lynn Morano. Merde. Non, oui, je ne veux pas faire des citations parce qu'à chaque fois que je fais une citation, je ne me souviens plus qui a dit. Donc c'est très embêtant, tu vois, je ne peux pas la faire. Mais si, puis t'en fais un jeu, comme ça les internautes auront le plaisir d'aller chercher. Écrire, c'est crier en silence. C'était le commandant Cousteau qui a dit ça, je crois. Commando Cousteau. Ça, c'est un petit peu ce que je ressens, en fait. En fait, c'est complètement ce que je ressens. Après, il y avait un truc... Pardon. Vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Après, il y avait un truc marrant par rapport à ce que tu disais, Natacha, c'est le côté... ces idées qui sont en l'air en même temps, qui sont dans l'air du temps. Oui. Là, tu parles de l'addiction au sexe. Je crois me souvenir que c'est pas longtemps avant que Choke de Chuck Palahniuk était sorti, où il y avait cette thématique-là dans le bouquin, et derrière dans le film, mais beaucoup moins dans le film, évidemment. Et en fait, le côté... ça, c'est un truc qui je sais pas si vous l'avez vécu, un truc qui me surprend énormément, c'est ce fait que des auteurs qui se connaissent absolument pas vont parler d'exactement les mêmes choses au même moment. Là, je viens d'avoir le coup sur un jeu de rôle qu'on écrivait avec un collègue. Et en fait, au moment d'envoyer le jeu sous presse, je tombe sur une critique d'un autre jeu qui a exactement le même pitch. On s'est pas consulté, hein, ah ouais, ça pique vraiment. C'est des Italiens qui Ah bah voilà. Ah bah tiens, bien fait pour eux, tiens. qui ont une énorme machine de guerre, distribution américaine, enfin un truc monstrueux. On s'est regardé avec mon co-auteur, on a fait bon, bah, on revient dans 6 mois avec une nouvelle idée, quoi. Et je serais assez intéressé. Donc je suis content de voir que Natacha a déjà eu cette mésaventure. Est-ce que vous avez déjà eu le coup de dire cette thématique géniale, elle vient de m'être soufflée par quelqu'un d'autre? Oui. C'est terrible, oui, comme tu dis, ça pique, effectivement. Cette idée de pièce, de dire, tiens, c'est cette idée de comédie qui va très très bien fonctionner et qui sort au cinéma, ou en même temps, ou dans une autre pièce, ou des fois ça va... Oui, de sketch, exactement. Alors ça, les sketchs, moi j'ai un souvenir quand je faisais du one-man... Je faisais les plateaux d'humour, là, vous savez, à l'époque, c'était le Carré Blanc à Pigalle. Il y avait, on était, je sais pas combien on était par soir, on était 7-8 à passer, on avait chacun 10-12 minutes. Et c'était la guerre parce que moi j'étais tout petit, quoi. J'avais 21-22 ans et je débarquais là, il y avait des types qui avaient 10-15 ans de plus que moi et dont c'était vraiment le métier alors que moi je démarrais à peine. Et je faisais une vanne et je sortais de scène et les types me tombaient sur le râle en me disant mais cette vanne je l'ai déjà faite. Enfin bon, donc là je m'éloignais un peu de ce que tu disais. C'était les copains de Gad Elmaleh qui... C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était les copies comiques. Non, du coup oui, mais par contre cette idée de ce que tu as vécu avec le jeu, effectivement,
effectivement d'être sur ton idée et de voir que hop, elle existe ailleurs. Alors est-ce que c'est parce que c'est le zeitgeist où il y a un truc qui est dans l'air du temps, où les gars, nous on va choper ce qu'il y a dans l'air du temps, je sais pas, mais c'est très très désagréable en tout cas comme sensation, puisqu'on a forcément cette paternité ou cette maternité de ce qu'on écrit. C'est comme si d'un coup tu étais dans la rue et tu voyais que le mec d'à côté il avait le même gosse que toi, mais en mieux quoi. C'est chiant. Moi, je suis coincé avec mon gosse à moi qui est plus moche que le sien, mais bon, tant pis, quoi. Je connais ça très bien. Et il y a un côté rassurant en même temps sur l'aspect. Je suis pas complètement à côté de la plaque non plus. C'est juste. Je suis dans l'air du temps, ouais. Natacha, tu voulais dire? Je voulais faire une petite parenthèse parce que je pense qu'il y a des gens dans les auditeurs qui doivent être en train de grincer des dents. Donc, c'est Marguerite Duras qui a dit « Écrire et hurler sans bruit ». Voilà. La référence propre comme Nicolas. Voilà. Merci ils ont de grincé une deuxième fois quand tu as dit Marguerite Duras, puisque c'est Duras. Donc ne grincez pas trop, messieurs, dames. J'allais dire Duras et je me suis dit, ils vont me dire qu'on ne dit pas comme ça en France, je vais faire bien. Parce que ce premier podcast est international. Ouais. Oui. Sachant que ça va de l'Essonne à Bagnols, c'est ça Saint-Étienne-des-Sorts, c'est encore mieux. Dans le Gard, si tu veux. Le Gard rhodanien, à côté du Rhône. Jusqu'à Fred, c'est dans le Var et Natacha à la Chaux-de-Fonds. C'est ça. Et j'essaie de faire attention quand je dis les nombres et quand je dis les noms, mais là, tu vois, j'ai fait faux. Duras. Là, on a perdu au moins 15 auditeurs sur Duras, hein, c'est foutu. Là. Faut dire 70 et octante, c'est vachement plus logique que notre système de notation, de numérotation pourrie. Mais on dit Duras aussi, tu vois. Et 80, par contre. Oui. Pour parler de vous, comment chacun est venu à l'écriture très rapidement, en quelques mots? Nicolas? Une fois, je sais plus quand est-ce que j'avais écrit ça. J'ai dit ce personnage est rentré dans l'histoire juste avant que ce soit l'histoire qui lui rentre dedans. Moi, c'est pas, je sais pas si je suis rentré dans l'écriture ou si c'est l'écriture qui m'est tombée dessus. Je suis arrivé à l'écriture par l'ennui. Car m'étant beaucoup ennuyé pendant l'enfance, je me suis inventé des petits univers que j'ai mis très vite par écrit. Donc c'est grâce à cet ennui d'enfance que j'ai ensuite cultivé que je suis arrivé à l'écriture. Et tu m'en as parlé grandement dans le Lloydcast qui t'était dédié. Absolument. Je fais la pub pour les auditeurs pour aller écouter ce magnifique podcast, puisque chacun d'entre vous a participé aussi au Lloydcast, Natacha étant la marraine du Lloydcast. Frédéric, comment t'es arrivé à l'écriture, toi? J'écoutais Nicolas et je me disais, il y a un peu de ça aussi, mais je pense que c'est plus par timidité, on va dire ça comme ça, parce que oui, écrire, c'est crier sans bruit ou en silence. Je n'ai plus le verbatim de la citation, mais on ne dit plus rien. Tout seul. Je vais dire encore une connerie, je ne dis plus rien. Ouais, c'est le côté, t'es tout seul et personne vient t'embêter, quoi. Et t'écris et t'es pas dépendant des autres. Tu es face à toi-même et c'est déjà très compliqué. Oui, c'est le côté timidité et d'être en maîtrise complète de ce que tu fais, pas être dépendant des autres, des circonstances, c'est juste ta feuille blanche, ton stylo et toi, et au boulot, quoi. Natacha? C'est la conjonction de deux choses, en fait. La première raison, j'imagine que c'est l'insomnie, dont je ne souffre plus depuis fort longtemps. Mais je dirais que toute ma préadolescence et mon adolescence, je galérais vraiment sévèrement pour m'endormir. Et les moments où j'allais m'endormir, je faisais en sorte de ne pas m'endormir. Je me retenais de m'endormir. Et du coup, j'ai développé des techniques pour arriver à m'endormir qui consistaient à me raconter des histoires, en fait. Et donc, j'ai pendant des années construit des histoires et c'était très intéressant parce que je finissais une histoire, elle me durait très longtemps
J'utilise encore ça. L'histoire me durait très longtemps puisque je m'endormais. Et le lendemain, je me disais, non, mais je veux arriver à ça quand même. Et donc, à chaque fois, je la reprenais. Et ça me durait relativement longtemps. Et puis, en 2004, dans un truc régional, donc beaucoup, beaucoup plus tard, des années plus tard, dans une manifestation régionale, il y avait un hôpital de chez nous qui fêtait ses 100 ans. Et puis, la direction de l'hôpital voulait un événement particulier avec 3 troupes de théâtre de la région qui allaient jouer ensemble. Et ils auraient voulu qu'un auteur leur écrive une pièce, ils ne savaient pas trop comment faire. Et le metteur en scène que j'avais à l'époque, Jacques Devenoge, que je salue parce que je lui dirais d'écouter ce podcast, qui était mon metteur en scène, un metteur en scène que j'aimais beaucoup, m'a dit, il était toujours comme ça avec sa pipe là, et il m'a dit, tu sais, toi, tu devrais écrire parce que tu as le sens du théâtre. Alors, je n'ai toujours pas compris ce que c'était d'avoir le sens du théâtre, mais j'ai décidé de lui faire confiance, et c'est comme ça que j'ai écrit ma première pièce, en fait. Et je ne sais pas si j'ai le sens du théâtre, mais j'ai en tout cas le goût et le plaisir du théâtre, parce que j'aime vraiment faire ça. Et je crois que s'il ne m'avait pas poussé, jamais j'aurais osé tenter d'écrire une pièce. C'est parce qu'il m'a dit que je pouvais le faire que je me suis dit, bon, bah, je vais essayer. Quel est votre moment préféré dans l'écriture? Moi, juste pour vous donner le mien, par exemple, j'en ai 2. Je pense que mon moment préféré, l'un de mes 2 moments préférés, c'est le moment où d'un coup je sens que je suis plus là quand j'écris. Alors c'est vrai que j'ai cette faculté d'écrire très rapidement. J'écris les pièces en une journée ou 2 ou 3, mais et je suis complètement dedans et je sens à un moment que je perds pied avec la réalité, que les heures n'existent plus, que je suis dans mon histoire, que j'ai l'impression que je regarde en fait un film passer devant moi et j'aime cette espèce de sentiment d'avoir un lâcher-prise total. Et le deuxième moment, c'est au moment où j'écris le mot fin, où je reviens vraiment à moi. J'ai vraiment l'impression d'avoir cette chair de poule qui me remonte jusque dans les cheveux et c'est une espèce de décharge d'adrénaline ou d'encéphaline sûrement peut-être d'ailleurs qui me donne, je sais pas moi, 1 minute ou 2 de shoot interne, enfin auto-shoot qui est vraiment absolument délicieux. Frédéric, c'est quoi ton moment préféré dans l'écriture, si t'en as un? C'est pas forcément le flow que tu évoques, et alors encore moins le mot fin, parce que le mot fin, c'est celui qui précède les réécritures, et ça, c'est l'horreur. Non, c'est quand les pièces de puzzle se mettent ensemble en place et que des éléments épars un peu venus au fil de l'eau comme ça, tu étais en train d'écrire un truc que tu improvisais en disant tiens, bon, on verra bien ce que ça donne, et en fait tu te rends compte que 10, 20, 30 pages, 40 pages plus loin, ça te sert dans ton récit pour lui donner une structure, une cohérence, et que tout s'emboîte. Et ouais, il y a un côté d'inconscient qui travaille, un peu de lâcher prise que tu évoquais. Ouais, ça, quand ce moment se produit, tu fais ah ouais, c'est cool, j'arrive à faire un truc rigolo là. Ça j'aime bien ce moment-là. Natacha? C'est de l'inconscient. Pardon. J'aime bien le moment du début quand je donne des prénoms à mes personnages, que je commence par leur donner une identité. Mais j'aime beaucoup aussi, je reprends ce que dit Fred, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir dire bah tiens, je vais me servir de quelque chose que j'ai dit au début et ça s'emboîte maintenant, ça devient cohérent maintenant. Et il doit y avoir une grande part d'inconscient parce qu'il y a plein de fois où je me dis ah mais merde, ça tient la route. Et en fait, ouais, il avait dit ça, je ne sais pas trop pourquoi il avait dit ça, mais en fait, maintenant, je peux l'utiliser pour ça. Donc ça, c'est un moment que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve que ça procure une grande satisfaction, comme dirait ma fille. Et un autre moment que j'aime, mais qui sort un tout petit peu du processus d'écriture, c'est quand les gens qui lisent ou qui viennent voir les pièces après me racontent eux l'histoire. Quand ils débattent avec moi, me disent « Ah non, 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 mais pas du tout, il dit ça parce que gna 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 ». Et que je dis « Ah oui, bah, c'est vrai. Parce qu'il faut savoir quand même que dans l'écriture de Natacha, il y a beaucoup de trous. Et sachant que je joue aussi une de ses pièces, je suis comédien dans une de ses pièces, à chaque fois je lui dis « Mais là, Natacha, là, on peut rajouter du texte ?» Non, non, c'est comme ça, c'est un trou. Ok, mais je fais quoi? Bah, tu racontes ce que tu veux. Ok, bon. Donc effectivement, Natacha laisse beaucoup de place aussi aux spectateurs, et c'est pas du tout une critique, hein, au contraire. Natacha laisse beaucoup de place aux spectateurs de raconter aussi assez souvent le background de ces personnages. Nicolas, est-ce que tu as un moment préféré dans l'écriture?
Dans l'écriture Dehors de celui de théâtrale, coucher les producteurs. de coucher avec des producteurs. Non, il y en a- non, il- non, il y en a- de toucher les droits d'auteur. Ah, j'ai Dis donc, compris, ça, coucher ça avec des rend sourd. producteurs. Donc, je veux dire, il y en a aucun qui a voulu jusqu'à présent. Donc, euh, moi, dans l'écriture théâtrale, ce que j'aime, c'est quand les personnages commencent à me surprendre. Quand un personnage va et des fois ça fait marrer les gens qui écrivent pas parce qu'ils se disent mais c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, c'est lui qui écrit les phrases. Oui, mais il y a parfois le personnage va aller dans une direction ou va dire quelque chose qu'au départ je projetais pas du tout et je me dis ah ouais putain c'est intéressant là, ce personnage il va là-dedans, c'est vachement intéressant, suivons-le, on va voir ce que ça donne. Et puis dans l'écriture de sketch ou de one man, ce que j'aime, ça rejoint ce que vous disiez, oui, c'est ce moment où, j'en sais rien, où je veux dire, où une vanne qui était placée à un moment juste pour provoquer le rire, tu vas quelques minutes plus tard la développer, ça va t'amener vers autre chose, où tu te dis, mais putain, en fait, je suis cohérent, quoi. Ça m'étonne tout le temps de constater ma propre cohérence, ça me trouble. Est-ce que vous avez un endroit préféré pour écrire? Sur une chaise. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'aime bien écrire allongé dans mon pieu. Donc, moi, je écrit allongé dans ton pieu, mais tu m'as jamais invité. Mais non, moi, je suis plutôt, je me balade avec le PC, donc je n'ai pas d'endroit préféré. Quand il fait beau, je peux mettre dehors, mais voilà. non, je connais des gens qui ne peuvent qu'écrire que dans des cafés, d'autres que dans des trains ou enfin dans des transports en commun, par exemple. Ouais, c'est compliqué avec les grèves et tout, ça doit être Là, c'est pour ça qu'ils produisent peu, quoi. Tu disais, je ne Fred? peux écrire que dans le Concorde en première classe, donc je n'écris plus depuis. Oui, c'est vrai que c'est un peu ridicule, mais je n'arrive à écrire. J'ai plein de places chez moi où je pourrais m'installer et je n'écris bien que sur la table du salon, assis sur le canapé, mais je suis pliée en deux, j'ai mal au dos, ça me tire dans le dos. Enfin, c'est une vraie merde de s'installer là, et ça vient pratiquement que là. Après, il m'est arrivé d'écrire à la plage, sur la terrasse chez mes parents, dans un café ou quelque part, parce que j'étais obligée, parce que j'avais un délai que je devais rendre et qu'il fallait que je fasse. Et que ben, tu écris là où tu peux parce que tu dois. Mais par contre, pour être bien, pour écrire, c'est super mal installé sur mon canapé. Et parfois, j'essaie de me mettre ailleurs en me disant, bah, tiens, je suis mieux installé. Ça va pas, quoi. Ça fonctionne pas. Natacha, elle se mettrait sur un tripalium pour pouvoir écrire. En fait, il faut qu'elle se torture pour écrire. C'est mon côté un peu cato, comme ça, tu sais. Fred, est-ce que tu as un endroit préféré en dehors de la chaise Non, j'ai testé le coup d'aller ailleurs, dans des cafés, non, j'y arrive pas. Il faut que je sois chez moi pour écrire. Après, je comprends complètement Natacha sur le côté, il faut que je me fasse mal pour que ça sorte. Je pense qu'il y a de ça. Depuis tout à l'heure, il y a un éléphant dans la pièce, c'est l'inconscient. On n'arrête pas de dire je suis content quand il y a des choses qui se débloquent, que je suis cohérent sans m'en rendre compte. Ouais, non, mais en fait, parce que on est sur ces histoires de maturation complètement inconscientes. Quand tu dis, Lilian, que tu écris les pièces en 3 jours, c'est parce que ça fait un mois que tu les écris dans ta tête. Même 6 mois, souvent. Oui, enfin, voilà. Ouais, c'est très long, voilà. Bien sûr. C'est très long, et puis d'un coup, ça sort, parce qu'en fait, c'est déjà écrit et que tu dictes, quoi. Tu dictes à ta main. J'ai juste besoin du titre de la pièce. Oui, c'est ça, c'est le déclencheur. Ouais. Et alors, un endroit, non, c'est vraiment, c'est vraiment devant l'ordi. J'ai pas d'endroit très fantaisiste, c'est d'une banalité écrasante. Le point commun qu'on a tous les quatre dans l'écriture, c'est l'écriture théâtrale. Alors peut-être en plus avec des genres. J'ai envie de parler effectivement de la question du genre, puisque Nicolas, tu touches un petit peu à tout. Alors c'est vrai que toi, tu as fait des one-man, donc vraiment du comique. Alors tu as ça aussi en commun avec Fred qui avait fait un one-man à l'époque qu'on avait écrit à 3 plumes, je crois, Fabien Bertrand, toi et moi, qui s'appelait One Moi Show. Voilà, mais c'était en 2007, 2006, non? On avait inventé un concept. Malheureux, Non, même pas. 2002. Ah 2002. Ah ouais.
Voilà, pour moi, c'était. Le mec se voit pas vieillir. Non, C'est ça, exactement. Ouais, C'est c'est ça. ça. C'était pas moi, 2002-2004. c'était mon grand frère. Donc, effectivement. Donc, en fait, est-ce que vous avez choisi votre genre de prédilection en dehors de Fred? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à vous? Par exemple, l'écriture théâtrale, Natacha, Nicolas, sachant que toi, Fred, tu vas nous dire pourquoi tu touches à tous ces genres. Et je tiens à préciser pour celles et ceux qui écoutent, Fred a un blog qui s'appelle Autant pour moi, c'est ça? Non, tant que j'y pense. Tant que j'y pense, pardon. Temps Pardon. dans le sens. Enfin, TEMPS, ouais. Tant que voilà. j'y pense, où tu tiens aussi à jour en ce moment un carnet de route du confinement? Ouais, là, je l'ai pas fait cette semaine parce que plein de trucs perso et puis. Mais bon, Ouais, mais voilà. les gens pourront s'y rendre et c'est vraiment absolument délicieux ce que Fred y écrit. Donc, est-ce que le théâtre, par exemple, c'est quelque chose qui s'est imposé à vous, Natacha, Nicolas? Moi, l'écriture théâtrale, c'est parce que comme Natacha, j'étais comédien dans une troupe amateur, hein, ce que racontait Natacha tout à l'heure. Donc moi, j'étais comédien au lycée, dans une troupe qui s'est professionnalisée par la suite. Mais du coup, c'est venu comme ça parce qu'il y avait besoin de matière, Et bon, pour le coup, c'est devenu très vite pour moi de la matière à rire, puisque je suis quand même porté sur la comédie. Et du coup, oui, ça a été de produire de la matière à jeu, voilà. Et donc l'écriture théâtrale est venue comme ça. Après, j'écris aussi un peu j'ai écrit un peu des nouvelles, j'ai écrit des chroniques, j'ai écrit un roman que personne n'a voulu publier, mais enfin, c'est quand même l'écriture théâtrale qui est mon écriture réflexe, on va dire. Natacha? Ouais, je pense que c'est un peu par flemmardise. Je m'explique. Tu écris des scénarios aussi. Tu Oui, es oui, aussi alors, scénariste, oui, je c'est ça. précise. Je suis aussi scénariste, mais beaucoup moins que pour le théâtre parce que c'est long. Ça va long parce qu'il se passe quelque chose. Alors que ce que j'aime dans l'écriture pour le théâtre, c'est l'immédiateté de la chose et les possibilités que ça ouvre en fait. C'est que j'ai eu la chance d'avoir souvent des commandes, mais des commandes, ouais, on est 2 hommes, 2 femmes et puis on aimerait une pièce. Donc ça veut dire quand même totale carte blanche avec juste une distribution qui était donnée. Et ben voilà, on est en octobre et on aimerait pouvoir jouer au mois d'août, donc il nous faudrait la pièce en avril et voilà. Et du coup, ce qui est génial, c'est que tu livres en avril et la semaine d'après, il commence à répéter. Et tu vas à la première au mois de juin et c'est là, ça existe, quoi. Ça a pris vie. Et on m'a souvent dit, ah, bah, tu devrais écrire un roman. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vis pas de mon activité d'autrice, pardon. Je ne vis pas de mon activité d'autrice. Pas encore. Je ne sais pas si j'en vivrai un jour. Mais du coup, ben, je travaille, je fais pas mal d'autres choses. Ce qui fait que d'écrire un roman, par exemple, me prendrait des mois et des années et que j'ai pas je ne sais pas quel terme il faut utiliser, quoi. Mais Patience. j'ai pas la patience pour ça. Je me dis, bah, c'est dans trop longtemps, c'est trop long, il faut tout décrire. Alors que pour le théâtre, moi, je fais des dialogues et puis les autres, ils font le reste. Et j'aime bien cette idée-là, en fait, le fait que ça prenne rapidement vie et que ça me permette de raconter des histoires. Alors après, les scénarios, bah, c'est autre chose, parce qu'il y a, comme disait Fred avant, quand tu as écrit le mot fin, c'est là où tu commences à réécrire et tu fais que de réécrire, et jusqu'à ce que ça prenne vie, c'est super long. Et c'est différent. Par contre, je me réjouis que ça prenne vie, ouais. Je me réjouis de voir ça. Peut-être qu'un jour j'écrirai un roman, mais je serai moins flemmard. Fred, qu'est-ce qui te pousse à... Alors en plus, tu nous dis que tu écris aussi des jeux de rôle, donc il y a encore une autre forme d'écriture. J'ai l'impression que ce que tu aimes dans l'écriture, peut-être que je me trompe, c'est pas tant raconter les histoires, c'est les contraintes, hein, que Ah les non. différents genres, non? Alors Ou est-ce que j'aime tu as bien. l'impression que chacune des histoires que tu as a besoin d'un genre pour se raconter? C'est pas tant Là, ça, Steve. mais il y a de ça. C'était clair, hein.
Bah, c'est très très bien. Alors passons à. Merci. Voilà, question suivante. Je te jalouse. Ouais. Non. Pif pouf. Il y a deux choses. Les contraintes, c'est oui, j'aime bien, mais c'est pas tant, c'est pas tant ce qui me motive le plus. C'est plus le côté certaines histoires vont mieux fonctionner dans certains médias. Et effectivement, il y a des histoires qui vont être très dialoguées, et le théâtre va être très bien pour ça. Même si tu vois une mise en scène, si tu vois les comédiens, enfin les personnages faire des choses, tu te dis ça peut parfaitement fonctionner sur une scène de théâtre. Et donc pour que ça sorte vite, ouais, je comprends totalement ce que dit Natacha sur le côté débarrassez-moi de cette histoire. Ouais, le théâtre va être pratique pour ça. Après, il y a des choses que tu peux pas rendre sur une scène de théâtre et tu vas devoir partir sur le cinéma. Bon, mais après, c'est des moyens qu'on n'a pas, qu'on n'a plus. Et après, ouais, c'est vraiment des histoires de quelle est la meilleure voix, quel est le meilleur orchestre, en quelque sorte, pour réciter, pour jouer cette partition-là. Et ouais, je me retrouve souvent avec la nouvelle ou le roman et maintenant beaucoup le jeu de rôle pour raconter des histoires et embarquer les lecteurs dans des univers plus ou moins farfelus. Pour chacun de vous trois, un bon auteur, c'est une bonne autrice. Un auteur mort. Non, je déconne. Nicolas, c'est quoi un bon auteur? Un Une bonne bon autrice. auteur, déjà, c'est quelqu'un qui arrive à te faire rester jusqu'au bout. C'est Ok. comme un bon amant, quoi. Ouais. Fred. J'aurais tendance à dire quelqu'un qui verse pas dans la facilité, qui va pas prendre son lecteur pour un imbécile et qui va pas hésiter à aller employer peut-être des tournures de phrases un peu compliquées, des mots de plus de 2 syllabes pour exprimer des trucs un peu. Je vise absolument pas Guillaume Lévy ou Marc Que des mecs ont Musso. des noms en deux syllabes. Musso. Voilà, c'est ça. Ou même Dan Brown. Hein. Voilà, je vise absolument pas des gens comme ça. Voilà, un bon auteur, c'est à mon avis quelqu'un qui prend pas son lecteur pour un imbécile et déjà, c'est une bonne chose. Natacha. Ouais, pour moi, un bon auteur, c'est un auteur qui m'explique pas tout. Il n'y a rien qui m'énerve plus que quand je lis et puis qu'on me fait une blague ou qu'on explique un truc, qu'on dit quelque chose et que la phrase du dessous ou la réplique du dessous, quand il s'agit de théâtre ou de cinéma, on t'explique ce qu'on a dit au-dessus. Ça m'agace, j'ai envie de comprendre par moi-même et si je comprends pas, éventuellement d'avoir à me creuser la tête ou d'avoir à chercher. Je de loin pas les références souvent et ça me permet d'avoir à y réfléchir, à les chercher. Et j'ai beaucoup de peine avec ces auteurs qui m'expliquent. Donc, À quel moment vous avez tous les trois, vous êtes contents? À quel moment vous vous dites, ça y est, Jamais. Alors, jamais. Merci Nicolas, je me sens vachement moins seul. Jamais. Non, mais bien sûr, je pense encore plus au théâtre où, quand on écrit du théâtre, on écrit une œuvre inachevée, pour paraphraser Dominique Parent-Altier, qui était formidable prof de scénario, qui a écrit un bouquin justement qui s'appelle L'œuvre inachevée. Encore plus au théâtre, parce que c'est quelque chose qui bouge tout le temps, mais à un moment, quand on écrit un poème, quand on écrit un roman, boum, le bouquin va apparaître, on n'y touche plus. La pièce de théâtre, quand on est un petit peu dedans, par exemple, quand on est comme Natacha, quand on est comme Nicolas ou comme moi, on met en scène, on joue dedans, on va rectifier tel mot, on va se dire, tiens, l'épreuve du plateau fait que tel truc est finalement un peu explicatif, le comédien peut le jouer, etc., etc. Oui, Alors, ça, à quel tu peux te moment dire, ça marche, ça avance, mais est-ce que de là à dire que tu en es content et satisfait, la pièce de théâtre, moi, je peux être satisfait du plaisir que vont avoir les comédiens à la jouer ou que les spectateurs vont avoir à la voir. Du coup, ça peut me satisfaire, mais mon écriture, je m'entends pas me dire ah, putain, c'est vachement bien, là je suis content, c'est super. Je pense que le jour où je me dis ça d'un texte, Non, mais j'arrête de dire, d'écrire. voilà, ça y est, je l'ai terminé. C'est pas tant de dire, tiens, j'ai écrit un chef-d'œuvre. Mais c'est pas la même chose.
Ah C'est non, pas la oui. même chose de se dire j'accepte de mettre le point final parce qu'à un moment il faut que ça sorte, il faut que ça parte et que l'éditeur est en train de me mettre un fusil sur la tempe pour recevoir le texte. Et La satisfaction, c'est pas la même ouais, chose. tu violentes ton niveau d'exigence forcément en disant j'accepte d'arrêter là et être content, pleinement content, absolument. Enfin, je vais avoir le syndrome de Natacha en parlant d'une anecdote, mais j'ai plus le nom du peintre. Il y a un peintre comme ça qui retournait dans les musées. Fais gaffe parce qu'elle fait vraiment du Krav Maga, c'est une instructrice. Je sais, mais elle est en Suisse. Non, mais Et je si sais. jamais tu la croises, Fais crois-moi, gaffe, je te raconterai des anecdotes où j'ai vu des mecs finir avec des bras dans leurs fesses. Oui, Affection et amour. Alors, ouais, Pardon, donc, Fred. non, il n'y a pas de souci. Il y avait un peintre comme ça qui allait dans les musées corriger ses propres tableaux. Oui. Et les gardiens lui disaient non mais monsieur, c'est pas possible. Non mais c'est mon tableau, dégage. Oui, mais enfin c'est plus le vôtre. C'est maintenant, il appartient au musée. Il faut sortir maintenant. Et elle dit ouais, mais je suis pas content. Oui, mais c'est voilà, il y a ce côté accepter que ça parte et être content du truc. C'est deux choses totalement différentes pour moi. La finitude et la satisfaction ne vont pas forcément de pair. Grave. On a commencé en comparant les arcs narratifs à des orgasmes masculins, donc ça y revient. Hein. Et toi, à des enfants. Alors, je sais pas. Hein. La finitude de l'enfant, non, on va repartir sur Duras, le petit Grégory, c'est dégueulasse. Natacha, c'était quoi la question? mais je me dis jamais, ah ouais, c'est génial, c'est super ce que j'ai fait, ça va être super. En fait, je suis pas vraiment satisfaite, mais j'arrête d'emmerder à partir du moment où les autres autour de moi me disent, non, mais c'est bien comme ça, arrête d'emmerder. À peu près. Je voulais faire une petite parenthèse dans tout ça parce que on a Natacha, Nicolas et moi, voilà, on a des bouquins, on est édité, et Fred aussi, toi, tu es édité, mais tu es édité à compte d'auteur. Est-ce que c'est un choix? C'est quoi? Non. Non, je ne suis pas édité à compte d'auteur. Je suis. C'est auto-édité? C'est une auto-édition? C'est auto-édité. C'est pas le mal absolu de l'édition à compte d'auteur pour les romans. Oui. Donc ça, on en avait parlé lors du Oui, tout à webcast. fait. C'était pour échanger. Il y avait des circonstances. Il y avait des circonstances qui faisaient que j'étais passé par l'auto-édition pour le premier, que le roman sorte, pour m'en débarrasser, d'où la compréhension du sentiment de Natacha. Et le deuxième, parce que c'était parti dans une histoire de concours. Par contre, sur les jeux de rôle, je suis édité par des éditeurs qui me font un chèque, qui me font des relevés de vente, qui fait que je ne gagne pas d'argent, quoi, moi non plus. Moi, j'en gagne, hein, les gars. Hein. J'en vis. Hein. T'en vis jusqu'à preuve du contraire. Hein. Oui. Je te rappelle que tu étais très malade. malade. Si on peut appeler ça vivre, quoi. C'est ça. Si. Ah bah, c'est sûr. Je ne suis pas dans une maison au fin fond. Non, mais c'est clair. Paris, c'est un chouïa plus compliqué. Est-ce que vous avez, pour terminer sur cette première partie, un rêve d'écriture? Est-ce que vous vous dites à un moment, le truc que j'ai envie d'écrire, c'est ça, mais je ne suis pas prêt et je sais que petit à petit, j'y vais, mais je vais y aller? Non, Nicolas, tu n'as pas compris la question? Si, j'ai compris la question, mais j'ai réfléchi à la réponse. Tu sais, il m'arrive de réfléchir. Alors, c'est pas je suis fréquent, très étonné parce que moi, je me dis que quand il y a 2 secondes de silence de ta part, quand on t'a posé une question, je me demande si tu n'as pas fait un AVC. C'est tellement possible. rapide. Non, je crois pas que j'ai un rêve comme ça. Non, je crois pas. Des envies, des choses, ouais. Des œuvres peut-être plus amples que celles que je produis actuellement, peut-être, mais pas de rêve précis, non, je crois pas. Oui, bah, cette pièce dont je parlais en. Oui, bien sûr, au début, en préambule, ouais. Ouais, voilà, celle-là, elle est toujours. C'est un peu comme un truc, tu sais, quand tu as une gencive qui te fait mal. Comme ça. Bah, c'est un peu ça, mais un jour. Fred? Ouais, c'est plus, c'est pas forcément des rêves, mais je rejoins assez ce que disait Nicolas sur le côté des projets d'ampleur où je ne me lance pas dedans tout de suite parce que je me dis
l'histoire, enfin, je la sens vraiment bien. Il y a vraiment un truc et j'aimerais pas me foirer. J'aimerais pas me planter et il faut pas que j'y aille trop tôt. Alors c'est compliqué parce que faudrait y aller. Faudrait pas trop tarder. Faudrait pas procrastiner le truc. Mais il faut pas non plus précipiter. Plus des projets comme ça. Parlons de la procrastination. En fait, non, parlons-en demain. Il y a un truc qui est vraiment bien aussi encore chez Fred, Nicolas et Natacha, que vous devriez voir sur son blog. Il a un petit, alors je ne sais pas comment on appelle ça, un module ou quelque chose comme ça, avec un pourcentage sur le côté de chacun de ses projets. Et au fur et à mesure qu'il avance dans son projet, on voit la barre qui avance. Je dis ça schématiquement, Fred, hein, tu n'hésites pas à me corriger. Et donc, en fait, c'est assez amusant parce que finalement, il y a le projet de scénario, je dis un peu n'importe quoi, mais projet de roman ou de ceci ou de cela. Et puis, on voit au fur et à mesure les barres qui avancent. Et puis, à la fin de l'année, il fait un petit bilan en disant bon, bah voilà, j'ai avancé sur ci, j'ai pas avancé sur ça. Et c'est assez drôle parce que quelque part, il se fout lui-même la pression avec son public, avec les gens qui le suivent. Bon, bah mec, alors, au début de l'année, là, tu as dit que tu étais à 30%, qu'à la fin de l'année, tu en serais à 80%, et là, finalement, tu en es à 42%. Donc, je trouve ça assez culotté, et je voulais vraiment le relever et que vous le regardiez, parce que je trouve ça, cette transparence, assez amusante. Je voulais terminer sur cette petite question dans la première partie, que j'allais oublier. Moi, ça a été une de mes grandes questions. Ça fait 20 ans que je suis édité, un petit peu plus que je fais maintenant du théâtre. Mais bon, bref, j'ai toujours écrit et ma grande question, moi qui viens d'une famille de boulangers ou qui ont une utilité de base, de nourrir les gens, j'ai mis des années et des années à comprendre mon utilité. Pour vous, quelle est la place de l'auteur et est-ce qu'il est utile ? C'est très con comme question, je sais, mais j'ai besoin de la poser. Le mec, il pose une question de philo du bac, tu sais. C'est très con comme question. Oui. Non, mais je pense ce que je veux dire par rapport à l'utilité d'un père boulanger, d'un frère boulanger qui, eux, nourrissent les gens normalement. Tu te dis, l'auteur, on peut peut-être s'en passer, en fait. Et moi, ça a été ça, mon point d'accroche à un moment où je me suis dit, putain, en fait, je sers à rien, jusqu'à ce que je comprenne que finalement, j'arrivais à nourrir différemment. Oui, bah voilà. Merci, j'ai répondu. À partir du moment où moi je sais que je ne peux pas vivre sans histoire, je me dis que mes histoires peuvent peut-être aider un petit peu à la subsistance d'autres. Ouais. Ouais, l'humanité ne peut pas vivre sans histoire. C'est un truc depuis Lascaux, quoi. Enfin, c'est les plus anciennes traces qu'on ait d'histoire. Alors, est-ce que c'était des histoires religieuses, magiques pour aider la prochaine chasse, tout ça? Mais c'était des histoires. Toutes les recherches aujourd'hui montrent que c'était fait pour être vu avec un feu qui fait bouger, donne l'illusion que ça bouge, avec de la musique qui résonne de manière bizarre. C'était le premier cinéma, donc c'est des histoires. On a ça ancré en nous, on a besoin d'histoire. Natacha, tu te sens utile en tant qu'auteur ? Je n'ai pas cette prétention-là, mais j'ai l'impression de faire partie finalement d'un tout. C'est que si on n'a pas d'histoire, bien sûr qu'on peut vivre, j'imagine, en mangeant du pain et en buvant de l'eau, bien sûr, mais c'est une drôle de vie. C'est une histoire. Donc je pense qu'on a évidemment besoin de ces histoires. Je ne sais pas si moi je suis utile, mais je pense que les histoires sont utiles, oui. Et plus que utiles, elles sont indispensables. J'ai grillé mon quota de citation ou pas? Non, tu as encore droit à 2. Mais tu sais qui c'est? Bon, oui, je sais. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un ministre de Churchill qui lui a dit faudrait sur les budgets de la culture parce que là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une guerre contre les nazis. Et Churchill, quand il s'est entendu dire qu'il fallait renier les budgets de la culture, il a répondu, mais alors pourquoi on se bat? Bah, si tu veux, démerdez-vous avec ça. Parfait. On passe à la deuxième partie de cette émission. On a déjà bien grignoté le temps, mais c'est extrêmement intéressant. La deuxième partie, là, je vais proposer à nos auditeurs, à nos viewers aussi, de fermer un peu les yeux et de se laisser guider par chacun d'entre vous, parce que je vous ai demandé un petit exercice qui n'est pas facile, j'entends bien, mais je vous ai demandé de nous lire un texte de vous. Alors, vous allez juste nous l'introduire de ce que c'est, etc. Mais on va vous écouter et on pourra en parler entre nous. Donc, honneur aux dames,
parce que je sens qu'elle brûle d'impatience de le faire. Tout à fait, oui. Natacha, tu nous présentes ce que tu veux lire de toi. On t'écoute. Ok, alors j'ai choisi de lire un tout petit extrait de ma pièce Cinquième étage, qui est une pièce qui se déroule en 1943 à Lyon. C'est une pièce qui met en scène 4 femmes qui sont des résistantes. Et contrairement à toutes mes pièces, ces pièces-là commencent par 4 monologues, où chacune des 4 héroïnes va faire un monologue. Je vais vous en lire un seul, puisque tu as dit que ça devait être court. Et j'ai choisi donc de vous lire le monologue d'Armande. T'écoutons. L'année 1943 ne s'annonçait pas meilleure que les précédentes. Pourtant, il y avait une sorte d'espoir, de celui qui imprègne tous les débuts d'année. Pas de bonnes résolutions, non, des espoirs. Les résolutions, nous n'avions pas à en faire. L'époque n'était pas au progrès personnel, aux décisions de passer plus de temps avec nos aînés ou de consacrer un peu d'argent à son prochain. L'époque était au combat, à la survie, à l'entraide, à la résistance. La résistance pour tenir bon, la résistance pour dire non. Je n'avais pas vraiment choisi mon camp. Je m'étais retrouvée là comme une évidence. Depuis mon plus jeune âge, la discrimination me tordait l'estomac. Je crois que je peux dire qu'elle me rendait malade. L'injustice me faisait vomir. Je ne comprenais pas qu'on puisse déceler une hiérarchie entre êtres semblables. Encore, les animaux, ça avait du sens, peut-être même une raison naturelle. Mais les humains, entre eux, je ne comprenais pas qu'on puisse faire du mal à un autre être humain, le considérer sans valeur, le faire souffrir, le tuer. Le tuer. Les années de guerre ne m'avaient pas beaucoup changé. L'injustice me restait intolérable. Mais elles avaient eu raison d'une chose. J'étais maintenant capable de comprendre, d'accepter, de trouver juste qu'on puisse tuer mes semblables. Je comprenais si bien cette nécessité que non seulement mon ventre ne se tordait plus, mais mon œil droit et mon index gauche ne frémissaient pas. Voilà. Fred, on en parlera après de chacun. J'ai juste envie qu'on entende un petit peu nos. Tiens, on a perdu Fred. Ah si, il est là. Ouais. Ah oui, c'est Non, parce non, que il est là. il est là, Et mais oui. c'est pas grave. C'est parce que c'est le. Tu dois C'est ça. le lire. Tu dois lire le texte. Fred, on t'écoute. Tu nous introduis ce que tu vas nous lire. C'est l'un des derniers épisodes justement du carnet de confinement que j'ai tenu jusqu'à la semaine dernière, que je vais sans doute reprendre à partir de lundi, qui traduit un peu aussi mon état d'esprit par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Pour ceux qui regarderaient ça en 2024, je vous rappelle qu'on est en 2020 et que la France est confinée. Si Internet existe encore en 2020. Si entre-temps, on n'a pas eu l'effondrement. Bref. Voilà. Et si Skype enregistre cet épisode. C'est encore un autre problème, ça. Voilà. Donc désolé, on ne me voit plus, mais a priori, vous m'entendez encore. On t'écoute. Conspiration, pénurie, bêtises, j'ai bien bossé hier, ce qui m'a laissé peu de temps pour ruminer. Long billet malgré tout, politique, forcément. J'ai tout de même été témoin d'une tendance émergente sur les réseaux sociaux, celle de la conspiration. Et elle est franchement farfelue. On nous confine parce que le tourisme de masse en Asie déséquilibrerait le plateau de la Terre plate. Et les plus inquiétantes, parce que plus locale et humaine. Le confinement serait une arnaque, l'absence de masques et de tests intentionnels, et le professeur Raoult méprisé parce que provincial ou en conflit d'intérêts avec le mari d'Agnès Buzyn. Oui, on dit bien la femme d'eux, alors ce sera le mari d'eux. Et c'est logique. Il est plus rassurant de voir un dessein intelligent et intentionnel autre que faire du profit à court terme. Lutter contre des méchants à grande échelle, c'est plus motivant que de se débattre contre la bêtise crasse. Pourtant, ne serait-ce que leur communication désastreuse prouve que ces gens sont incompétents. Ils auraient sinon une vraie bonne communicante. Relisons Machiavel pour voir à quel point vendre ses idées permet au prince de convaincre les foules. Là, on a du mal à accepter qu'ils sont incompétents. C'est que tous ceux qui ont voté pour eux et qui attendent une réponse positive, avec de vrais morceaux d'espoir dedans, devraient admettre qu'ils ont eu tort.
Et puis ils ont eu tort de voter pour cette équipe. L'absence de masques et de tests, elle s'explique par les coupes budgétaires successives, c'est bien assez documenté. Marisol Touraine a vidé le stock qui avait constitué Bachelot. La pauvre s'y moquait à l'époque, si on avait su. Le bras de Touraine s'appelait Salomon, et oui, c'est le même qui est aujourd'hui directeur général de la santé. Et l'absence de tests, même sirop, on n'en a pas parce qu'on ne les a pas commandés. Voyant la vague arriver, en Chine ou en Italie, nos dirigeants sont restés trop malins pour s'inspirer de ce qui se passait en ailleurs. Voilà. Merci. Un peu de politique. Oui. Alors, c'est pas de la grande littérature, mais voilà. Mais non, je vous avais dit ce que vous avez envie de lire aujourd'hui. Nicolas, tu contextualises. Oui, ça, en fait, c'est le dernier texte que j'ai écrit. Ça doit être jeudi, je crois, ou vendredi. C'est des petites, je me suis mis à écrire des petites choses, des petites nouvelles, on va dire, autour de cette idée de confinement, inspirée à la base par Natacha et ses lectures du petit Nicolas. J'ai écrit une petite histoire d'abord dans la peau d'une petite fille, et puis là, c'est une autre petite histoire d'un monsieur qui s'appelle Léon. J'y vais. À toi. Le premier soir, il n'y a eu que le vieux professeur de piano pour applaudir à sa fenêtre. Ces petits clap-clap solitaires et un peu tristes, je m'en souviens, m'ont réveillé. Je m'étais endormi devant un film de Bergman tiré d'un coffret qu'Anthony m'avait offert il y a 5 ans et que je n'avais jamais sorti de son blister jusqu'à ce confinement où, brutalement, j'ai décidé que c'était le moment ou jamais de me coller à l'œuvre de l'austère génie suédois. C'était dans l'air au début ce sentiment qu'il fallait mettre à profit cette étrange séquence pour se cultiver avec une majuscule, comme pour s'excuser de ne pas faire partie de ces essentiels qu'on continuait à envoyer bosser. Anthony lui-même m'a confié bien plus tard qu'il avait commencé à lire Proust avant d'abandonner lâchement au milieu des jeunes filles en fleurs pour se refaire pour la 6e fois l'intégrale des Chroniques de San Francisco. J'ai cru d'abord que Marguerite, la dame du 3e, appelait son chat en tapant dans ses mains, puis je me suis souvenu que Marguerite était morte. Non, pas du virus, non. Juste morte parce que trop vieille. La connaissant, elle aurait préféré partir du Covid. Pour une fois, elle aurait été tendance. J'ai eu du mal à trouver la télécommande qui avait glissé entre 2 coussins et j'ai mis la pause sur un gros plan du visage de Liv Ullmann. Les gros plans du visage de Liv Ullmann représentent 20% de la filmographie de Bergman, non ? À ma fenêtre, je l'ai vu, le vieux professeur de piano d'en face, applaudir donc seul. Alzheimer, me suis-je dit, avant de relancer le film. Le lendemain soir, j'étais au téléphone avec ma sœur quand le vieux a recommencé. C'est elle qui m'a expliqué que c'était pour applaudir les soignants. Puis elle m'a engueulé. Sérieusement, Léon, t'es complètement déconnecté ou quoi ? Tout le monde sait ça. Nous, ça fait des jours qu'on applaudit. Ici, les enfants adorent ça. Tiens, avant-hier, Clara... Bon, là, j'ai arrêté d'écouter comme à chaque fois que ma sœur parle de ses enfants. Je suis allé à la fenêtre et j'ai vu que le vieux n'était plus seul. 2 autres personnes s'y étaient mises aussi, dont une dame qui en même temps criait « Bravo, bravo !» sans doute pour être bien certaine qu'on ne la prenne pas pour une danseuse de flamenco ou une parkinsonienne. Au moins, regarde les infos de temps en temps. Oh, tu m'écoutes ? Ma sœur était encore en ligne. J'ai menti. Elle a compris que je mentais. On s'est souhaité la bonne soirée. La dame dans ma télé, filmée en gros plan, elle aussi, mais vachement moins belle que Liv Ullmann, m'a confirmé que ça se faisait, en effet. Applaudir les soignants à 20h à sa fenêtre. Ah, j'ai trouvé ça un peu con, à vrai dire. Je crois même l'avoir dit à haute voix. Le lendemain, à 20h, j'applaudissais à ma fenêtre. À 20h05, pour être précis. 5 minutes plus tôt, je m'étais collé derrière mon rideau pour observer le vieux pianiste et bravo, bravo, rejoint par une demi-douzaine d'autres voisins. Et elle m'a vu. Sa fenêtre pile en face de la mienne. Elle applaudissait gaiement, comme à un concert, quand enfin l'artiste se décide à chanter ta chanson préférée, ce bonus track obscur d'un album mal aimé. Elle applaudissait et elle m'a vu derrière mon rideau. Elle m'a fait signe, alors moi aussi j'ai applaudi. Quand ça s'est terminé, quelqu'un a crié « À demain !» et elle m'a tendu un doigt. Fort heureusement, c'était le pouce. Les jours suivants, j'applaudissais moi-même avec vigueur à l'heure du journal télévisé du soir. Elle était toujours là, toujours en face de moi, toujours enthousiaste et toujours très belle. La voisine d'en face avait un sourire spectaculaire et une silhouette à faire bander la mort elle-même. Je venais de voir le 7e saut, ce qui explique peut-être l'incongruité de la métaphore. Et moi, secrètement, c'est elle que j'applaudissais. Bravo, t'es belle, bravo, t'es vivante, bravo, tu me donnes envie de sauter par la fenêtre, non pas pour m'écraser au sol, mais pour voler jusqu'à toi. Et puis un soir, juste après le pouce et juste avant qu'elle ne ferme sa fenêtre, j'ai crié « Je m'appelle Léon !» Quelqu'un a répondu « Je m'appelle Alain !» Puis plein de prénoms sont tombés des fenêtres. Ils ont cru que je m'intéressais à eux alors que je ne m'adressais qu'à elle. Pas grave, ça l'a fait rire. Bonne soirée, Léon.
J'ai dû sourire comme un con pendant 20 minutes après ça. Anne-Lise aime les tomates farcies, le fado et Guillaume Musso, mais ça, c'est pas très grave. Elle a une fille, un job de conseillère conjugale, un léger accent du sud-ouest et une faculté certaine à me faire redémarrer le cœur plus vite que tous les défibrillateurs. Anne-Lise m'a parlé tous les soirs et elle m'a écouté aussi. J'ai chopé Anne-Lise, comme d'autres pendant ce temps, chopé le corona. Fièvre et palpitations, symptômes clairs, traitement inconnu. Le malade ne souhaite aucun acharnement thérapeutique, merci bien. Alors ce soir, je lui dis, ce soir ou demain, si jamais je me dégonfle comme hier. Au plus tard, vendredi, je lui dis, quand tout ça sera fini, tu traverses la rue et je t'offre un café. Bien sûr que si, j'en suis capable. Hier, je me suis entraîné devant la glace, ma voix n'a même pas tremblé. Il faut juste que je trouve le bon moment et que ma femme arrête de vouloir applaudir les soignants tous les soirs à 20h à la fenêtre avec moi. Voilà. Bravo, Merci. super. Bah, ça me plaît. Merci beaucoup de nous offrir comment dirais-je, trois regards différents comme ça. Finalement, c'est assez drôle parce que Natacha, voilà, tu parles d'un moment. Alors moi, j'adore vraiment ta pièce, hein. Quand elle sera montée, elle sera extraordinaire, vraiment. Entre celle-ci et Frères d'âme. Voilà, c'est donc les choses politiques, enfin, en tout cas, de toute l'histoire de 43. Et puis vous deux qui, d'un point de vue très personnel comme Fred et d'un point de vue plus romancé comme Nicolas, vous parlez de ce que l'on vit en ce moment, de cette histoire de confinement. J'allais vous demander comment chacun le vivait. On le vit tous, j'imagine, différemment, parce qu'on ne vit pas tous dans les mêmes endroits, même si je crois que là, pour le coup, on est plus ou moins. Nous, on n'est pas dans une tour du 18e ou à la Courneuve ou au 30e étage. Mais est-ce que vous pensez que ça va vous inspirer quelque chose, cette histoire, ou est-ce que justement pas, faudra absolument pas faire une pièce sur le confinement ni sur le Covid, qui devrait être très vite à l'affiche au caveau de la République? Le titre est tombé au cœur de la République, ça s'appelle la Covid ordure. Ça sera magnifique. Non. Non, non. Je sais. Avec, on mettrait le préfet là, de Paris, l'allemand, Ouais, en affiche dessus. l'allemand, ouais. Magnifique. Il est Non, flippant, moi au départ, j'ai dit, je vais surtout pas écrire sur le confinement. Et puis ces petites histoires me sont venues, mais au départ, je me méfie beaucoup, moi, de l'injonction à la créativité. Et j'ai eu très, très peur quand j'ai vu, dès le début, des gens même me dire à moi, des gens bienveillants, adorables, me dire, ah, ben du coup, tu vas écrire, du coup, tu vas nous écrire plein de pièces et tout. J'ai dit non, peut-être pas. Peut-être pas. C'est assez paralysant, je trouve, moi. J'ai eu Absolument. exactement la même chose. Un tas de gens qui m'ont dit ah ben, au moins, tu auras de l'inspiration, au moins, tu seras inspiré avec tout ce qui se passe. En fait, non. Personnellement, C'est pas vexant du tout sur le au moins. D'habitude, t'écris de la merde, en fait. c'était essayer de trouver quelque chose de positif à ça en disant Ouais. le positif, c'est que tu auras du temps T'as pour du temps. écrire et que tu seras inspiré par tout ça. Non, enfin, c'est bien ce que tu dis. Moi aussi, je me méfie des injonctions à la créativité. Personnellement, non. En tout cas, je ne ressens pas ça pour le moment. Peut-être que ça viendra après. Je sais pas. Il y a même plus encore qu'une injonction à la créativité. On voit certains éditeurs, et pas des moindres, solliciter leurs auteurs pour allez, là, il faut écrire, il faut en profiter. Ça s'appelle plus de l'injonction, ça s'appelle de l'opportunisme. Là, c'est un peu. Ouais, là, c'est carrément malsain, je trouve. C'est bien. Il y aura des histoires qui sortiront. J'ose espérer qu'elles auront l'intelligence des grands récits de guerre qu'ont pu faire les États-Unis sur le Vietnam, et pas des trucs en format TF1 comme on sait faire en France, quoi. Mais ouais, non, le confinement, ouais, comme tu dis, on est plutôt privilégié, j'ai l'impression, tous autant qu'on est. On est, comme tu disais, pas inconfinable, donc on a le petit confort de rester chez nous. Mais ouais, par contre, pour rebondir sur ton point de départ, Lilian, j'espère qu'il va se passer des choses. J'espère que, comme le dit Natacha, on va rentrer en résistance. J'espère, comme le dit Nicolas, que
ben, tout d'un coup, les voisins qu'on ne connaissait pas, les voisins d'immeubles qu'on ne connaissait pas, ben, tout d'un coup, ben, on a applaudi pendant 3 semaines, 6 semaines ensemble les soignants. Bah, tiens, mais au fait, vous vous appelez comment et est-ce que monsieur, madame qui est un peu âgé, est-ce que je peux sortir à votre place et derrière, commencer à nouer de la relation, quoi. J'espère que de créer des ça va histoires, faire de créer des liens. Ouais. ouais, créer des liens et puis ouais, même des choses politiques, quoi, derrière, parce que ça va, quoi. On a marre de se faire mener en bateau, on va dire poliment. Et ouais. Alors justement, là-dessus, est-ce que vous avez des coups de cœur ou des coups de gueule que vous voulez partager ici? Ben moi, pour continuer sur ce que je disais, mon coup de cœur, il va vers tous les improductifs. Voilà, les non essentiels, ceux qui restent chez eux, qui ne peuvent même pas télétravailler, parce qu'on nous parle tous les jours de ceux qui sauvent des vies et c'est formidable, de ceux qui continuent à faire marcher le pays, c'est formidable. Mais moi, mon coup de cœur, c'est pour vous tous, j'en fais partie, nous tous, qui ne servons pas, qui ne servons à rien, qui ne produisons pas, qui ne produisons rien. Je nous embrasse et je nous aime, voilà. Là, en même temps, on produit quelque chose. Parce qu'il y a sûrement des personnes qui vont écouter parmi dans ton réseau, parmi celui de Fred, de Oui, mais Natacha, du mien, à ton qui va se dire, tiens, initiative. pendant une heure et demie, je vais entendre des gens parler un petit peu de culture, de la manière dont ils travaillent et tout ça, et ça peut être un peu sympathique aussi de les écouter. Et ça, c'est un projet que j'avais depuis 6 mois, dont j'avais parlé, même plus d'avant d'ailleurs. J'en avais parlé à Natacha. Mais c'est pas négatif, hein, encore une fois. Non, mais je comprends ce que tu dis. Mais après, voilà, mon coup de cœur, c'est tous ceux qui sont en train de foirer leur confinement en se disant, comme je disais dans mon texte, je n'ai pas revu tout Bergman, ou j'ai pas lu Proust, ou je me suis pas mis à la méditation, ou j'ai pas écrit le roman du siècle. Non, c'est ça, c'est très bien. Continuez. Des coups de cœur, des coups de gueule, Fred, Natacha. Moi, j'ai un coup de cœur, enfin, je pense que tout le monde les connaît, mais c'est Crustel sur Instagram. Là, ils reprennent c'est un couple, hein, je crois que c'est Marion Creusevaux et Julien Pastel ou Patel. Donc, ça fait Crustel. Et en fait, ils reprennent sur Instagram. Regardez-les, parce qu'en espèce de quelques semaines, ils ont fait un buzz incroyable. Ils reprennent des scènes connues de tas de films, d'Independence Day, de tout ce que vous voulez, et ils refont les doublages dessus tout autour du confinement. Et c'est à se tuer de rire. Je ne sais pas si Nicolas, t'en as vu quelques-uns. Je les ai pas regardés encore. J'ai beaucoup vu passer, mais moi en général, j'attends que ça passe beaucoup avant de regarder, de me dire mais qu'est-ce que c'est con à partager ça. Et après, finalement, ils avaient raison. Il y a des scènes, parce qu'en plus ils sont capables. Il y a une scène, je crois, dans A Star Is Born là avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Merci. Et Lady Gaga, où elle la double en train de chanter, comme quoi elle peut plus, elle en a marre de bouffer des pâtes, qu'il lui faut 2 anus pour pouvoir digérer tout ça. Moi, pipi caca, je suis très fan, et là, j'en pouvais plus. Franchement, écoutez-les sur Instagram, le Crustel, c'est absolument génial. Est-ce que vous avez des coups de gueule aussi à côté de ça? Natacha. Non, j'ai pas de coup de gueule, mais finalement j'ai. Natacha, elle n'a pas de coup de gueule. Hein. Qu'est-ce que tu as dit? T'es suisse, t'as jamais de coup de gueule, toi, non? Bah non, tu te poses bien, je peux pas avoir un coup de gueule, jamais de la vie. Non, mais j'ai quand même en fait un coup de cœur pour finalement ces artistes qui ont. Je pense à Bob Sinclair maintenant là, parce que ce gars-là, il fait tous les jours un set d'1 heure sur Facebook gratuitement, et il n'aurait pas besoin qu'il fasse payer, remarque. Hein. C'est juste qu'il y a d'autres artistes qui peuvent difficilement vivre et qui ont fait des concerts par Facebook, et puis il faut payer 10 €, etc. Pour pouvoir suivre le concert, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il le fait, il n'a pas besoin de gagner d'argent, il est, j'imagine, très très riche. Mais des artistes comme lui, il y en a plein qui prennent le temps de le faire et qui finalement le font. J'ai la faiblesse de croire pour rien. C'est-à-dire sans attendre quelque chose en contrepartie. Alors, est-ce que c'est pour se faire une belle réputation? Peut-être que je suis naïve, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont libéré des choses. Il y a des films qui ont été libérés gratuitement, il y a des concerts qui sont donnés gratuitement, il y a des choses qui sont faites
il me semble, de manière juste par générosité, en disant, bah voilà, je suis inutile, comme tu disais, Nicolas, tout à l'heure, ce qui est juste. Je fais que de mixer de la musique, ou je fais que de lire des histoires, ou je fais que de raconter des histoires. Il y a Josiane Balasco aussi, qui tous les jours lit des contes pour les enfants. Fabrice Lucchini aussi. Fabrice Lucchini qui le fait, et ces gens-là, j'ai franchement envie de croire qu'ils le font par générosité, par altruisme. Et mon coup de cœur, finalement, c'est ça. C'est des gens qui sont pas si inutiles que ça, finalement, et qui donnent. Voilà. En fait, c'est drôle parce que quelque part, moi, ça allait être mon coup de gueule. Pas vis-à-vis de ces artistes du tout. Ouais, Vis-à-vis d'une certaine presse. Dire la même chose. Du style un peu, alors bon, on s'en fout, je l'ai même pas clashé, je suis totalement insignifiant par rapport à lui, mais bref, je vais même pas le citer, mais un ancien journaliste des Inrecuptibles qui est très vu, qui est très connu, qui écrit très bien d'ailleurs, qui avait écrit tous les billets durs et tout ça, qui disait, qui passe son temps en fait à clasher. Alors moi j'ai aucun amour pour Calogero, aucun amour pour Patrick Bruel, ni même pour M, parce que je sais aussi que M fait des concerts, tout ça. Voilà, je n'aime pas ces gens, je les écoute pas, c'est pas mon problème. Sauf que le temps qu'ils prennent leur micro et qu'ils invitent les spectateurs, ou que Jean-Jacques Goldman a fait une vidéo aussi pour les soignants, enfin qu'importe. Je trouve que c'est une démarche qui, à un moment, peut toucher certaines personnes qui les écoutent, qui les aiment, et c'est très bien. Et j'en ai marre de cette espèce de presse inrecupto compatible qui passe son temps en fait à juste pisser sur les gens qui font des choses et qui en échange ne proposent rien. Et ça a été ça mon petit bif que j'ai eu avec lui l'autre jour sur Twitter, en lui disant ok, c'est très bien, tu es un type éminemment brillant, tout ce que tu veux, mais à force de pisser sur tout le monde, et justement là il pissait sur Lucchini, alors peut-être que j'avais mon petit côté Leave Lucchini alone, mais au moins, qu'importe, enfin Lucchini, on s'en fout, il est chez lui, il le dit lui-même, je sers à rien, je vais juste vous lire une fable de La Fontaine, c'est pas pour se faire sa pub. Il s'en fout Lucchini de ça. Il va se dire à un moment, voilà. Là. Oui, non, mais il fait du Lucchini, qu'importe. Oui, on va être client, et c'est très bien. Et au moins, les gens, pendant, je sais quoi, 5 minutes, 10 minutes de ta journée, là où quelqu'un s'est peut-être fait chier qu'il est dans sa tour quelque part, etc. Moi, j'ai la chance d'avoir ici, d'être dans un pavillon et d'être dans un jardin, et le mec qui n'a pas d'autre horizon que la tour en béton en face de lui, si ça lui fait un bien fou d'écouter Lucchini pendant 15 minutes, qu'est-ce que l'autre a à ramener encore en disant ouais, moi je préférais me tordre les couilles avec à la Piotr Pawlenski, je sais pas quoi. Bon, j'ai envie de dire, ça c'est pour moi ça m'énerve vraiment, surtout dans ce moment de l'histoire en fait qu'on est en train de vivre. Ça s'est entendu que j'étais énervé. Ouais, ça s'est entendu. Je vais mettre une nuance parce que moi j'ai un coup de gueule. Alors, je trouve qu'effectivement il y a énormément de choses qui sont libérées en ce moment dans toutes les formes d'art. Il y a plein de musées qui mettent en accès libre leurs visites virtuelles, des Arte. Enfin, il y a une vraie offre culturelle qui est super accessible et c'est génial. Enfin voilà, vous l'avez déjà dit. Je mets un bémol parce que autant j'adore ce que fait Bob Sinclair tous les soirs à se dire je vais mixer 1 heure parce que de toute façon c'est mon kiff d'être derrière une platine et qu'en ce moment j'ai que ça à faire, alors je vais le streamer et le faire en live, c'est super cool. Autant j'ai un peu plus de mal avec des artistes français qui sont partis vivre à l'étranger pour pas payer leurs impôts en France et qui font aujourd'hui bonjour et bravo les soignants, mec, paye tes impôts en France. Voilà, ça c'est voilà. Non, mais c'est bien, non, mais tu as tout à fait raison. Avant d'aborder la toute dernière partie qui est assez courte, je voulais juste faire un tout petit focus sur chacun d'entre vous et vous me répondez un tout petit peu rapidement. Nicolas, depuis le début, j'adore ça à chaque fois de discuter avec toi, mais pour toi, l'ennui, tu avais le premier jour du confinement fait un long statut qui a été partagé, je ne sais plus combien de fois, des dizaines et des dizaines, et voire une centaine de fois. 650 partages. 650 partages, tu avais fait un super billet sur l'ennui où tu avais proposé aux jeunes de vous ennuyer pour pouvoir être créatif un peu par la suite. Je résume vulgairement comme ça. En quelques mots, pour toi, pourquoi tu mets l'ennui si haut? Parce que moi, par exemple, pour faire très court, je ne sais pas ce que c'est l'ennui. J'ai jamais su m'ennuyer une seule fois dans ma vie. Donc, c'est quoi l'ennui?
L'ennui, c'est cette impression que tu es dans une voiture à l'arrêt sur une autoroute vide au milieu de l'Arizona pour faire plaisir à Natacha, par exemple, où tu te dis mais enfin, je n'ai nulle part où aller, je n'ai rien à faire, et où tu as l'impression encore une fois, tiens, de ne servir à rien. Et puis quand ça dure un petit peu, tu vas, comme Natacha pour tromper son insomnie, ton cerveau va te faire des blagues et va se mettre à te raconter des histoires, à créer des histoires. Donc l'ennui, c'est pas vraiment de l'ennui. Ce que je mettais dans mon petit texte, je disais l'ennui, c'est de la musculation pour l'imaginaire. Surtout aujourd'hui où on est hyper saturé d'informations. Absolument. C'était l'inspiration de ce petit texte qui a été beaucoup partagé à ma grande surprise. C'était que je pensais à mes petits élèves, en fait, parce que je vois beaucoup d'enfants et d'adolescents dans la semaine quand je travaille et je vais dans les écoles, dans les collèges. Et j'ai pensé à eux tout de suite quand on a annoncé la fermeture des écoles. Et je me suis dit, mon Dieu, mais pourvu qu'ils passent pas ces semaines devant des écrans tout le temps et pourvu qu'ils s'ennuient un petit peu. Fred, toi, le petit focus que je voulais faire sur toi, c'était et tu m'as donné le mot tout à l'heure que je cherchais, merci. Tu es un permaculteur. En quel sens? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait la permaculture, tu vas nous l'expliquer, mais vraiment en 3 mots, parce qu'il faut qu'on évite de trop déborder sur le timing. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi dans ton quotidien? En fait, la permaculture, c'est à la base des techniques agricoles pour diminuer au maximum ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire réussir à fonctionner en autarcie dans ton jardin et dans ton potager et dans ton exploitation agricole. Et faire cohabiter certains légumes ensemble, parce que tu en as un qui protège l'autre, etc. Exactement. Et un autre qui va servir de répulsif aux parasites de l'un, etc. Ouais. Sauf que cette logique de fonctionner en bonne intelligence, ça a dépassé la perma-agriculture et c'est devenu vraiment de la permaculture. Et c'est aujourd'hui quelque chose que j'aimerais réussir à mettre en œuvre de ce que je disais tout à l'heure, de recréer du lien, de réussir à faire que tu connaisses ton voisin, des choses qu'on ne fait plus du tout, quoi. Enfin, faut être réaliste. Je suis pas sûr qu'on connaisse tous nos voisins ou même les gens qui sont dans notre rue, quoi. Donc, ouais, réussir à recréer du lien, réussir à recréer une dynamique de la solidarité. Voilà. Je sais pas si c'est bien clair, mais c'est. Donc toi, tu travailles sur ta permaculture à toi, avec les buts, des trucs comme ça. Oui, non, alors après, si on parle de mon potager, effectivement, j'associe les poireaux et les carottes parce que a priori, ça pousse bien ensemble. Au-delà de ma petite sphère à moi et de mon petit jardin à moi, j'aimerais réussir donc moi, je suis dans un village dans le Var, comme tu l'as dit, j'aimerais réussir là, avec tout ce qui se passe, si je devais rendre mon confinement productif, c'est de préparer une vie associative derrière qui aille dans ce sens-là, mais pas juste pour des choux et des carottes, quoi, pour la vie ensemble, le sens premier de la politique, la vie dans la cité. Est-ce que tu as vu le documentaire là, de Netflix, The Biggest Little Farm, un truc comme ça? Non, c'est incroyable. J'en ai entendu parler. Ouais. Je l'ai envoyé. C'est impressionnant quand ça fonctionne. C'est extraordinaire, c'est un truc, mais c'est fabuleux vraiment. Enfin, si tu as vraiment un documentaire à voir, c'est celui-ci, Eric, qu'on a en commun, qui pratique la permaculture depuis très longtemps, l'a vu et m'a vraiment remercié parce que c'est un truc magnifique à voir. Natacha, rapidement, toi je disais, voilà, tu es une femme incroyable, tu es une auteure, tu es une autrice, machin, et tu es instructrice de Krav Maga. Et à chaque fois que tu montes tes vidéos de Krav Maga, c'est à base de, tu tapes dans un sac, il y a un mec qui te met de l'eau froide, qui te met une serviette sur la tête, tu es obligé de taper, je t'entends pleurer, et ça dure un temps infini. Alors, je crois comprendre que le Krav Maga, c'est du genre, si je t'emmerde, tu me tues. Moi, dès que je vais en Suisse, je me promène avec Natacha et je traite tout le monde d'enculé. Et je laisse Natacha passer devant. Ça fonctionne toujours très, très bien. Qu'est-ce que t'apporte Tu peux me dire très rapidement, qu'est-ce que peut t'apporter le Krav Maga au quotidien, toi? Il m'apporte... Que personne m'emmerde.
Elle le porte pas sur elle. Tu me fais rire parce que je sais que le Krav Maga a cette image de violence chez certaines personnes, mais ce que j'aime, la phrase que je préfère dans tout cet ensemble, dans tout ce Krav Maga que je pratique dans une fédération qui est vraiment extraordinaire et dans une école qui est encore plus extraordinaire ici à Chautron, la phrase la plus importante que je retiens, c'est que les meilleures chances qu'on a de gagner un combat, c'est de l'éviter. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Savoir se défendre et savoir se battre, c'est une chose, mais tout ce qui vient avant, la désescalade, la compétence et le savoir-faire et le mental, en fait, pour éviter d'en arriver là, c'est bien plus important, il me semble. Et du coup, c'est là-dessus que j'aime bien insister. Je pense que le fait de, déjà, il y a deux choses qui sont importantes. Souvent, les gens me disent, le Krav Maga, ça a changé ma vie. Ça change nos vies simplement parce que l'assurance, elle change. Et le fait d'avoir plus d'assurance et de ne pas avoir l'air d'une victime fait déjà qu'on ne nous emmerde pas. Ça, c'est juste. Et qu'on n'a probablement pas beaucoup moins besoin de se défendre dans un cas comme celui-là. Et il y a des gens, tout le monde n'a pas la chance d'être né avec une grande gueule, avec de l'assurance et puis avec la capacité de gueuler bien fort, même en sachant pas du tout, en disant, mon Dieu, si je dois me battre, j'ai aucune idée de ce que je dois faire, mais comme je gueule fort, personne ne m'aide. Et ça fonctionne chez beaucoup de gens. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et je le vois tous les jours où il y a des gens qui n'ont pas eu forcément soit l'inné, soit l'acquis qui leur a permis d'avoir ça. Et je crois que c'est important que tout le monde ait les mêmes chances. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est pas si violent que ça, contrairement à ce que peut-être tu as gardé juste le truc le plus violent que j'ai jamais raconté. Tu reconnaîtras quand même que c'est un chouïa plus violent que le yoga, quoi. C'est tout. Oui, mais bien sûr, mais ça apporte aussi quelque chose durant les entraînements, c'est que ça défoule. Oui, bien sûr. Et puis, je sais bien. Ta colère et toute ta merde que tu as à l'intérieur, tu peux la mettre là aussi. Mais ça marche aussi avec le yoga, hein. J'ai pas dit. D'ailleurs, le yoga est un excellent complément, d'ailleurs. Ouais. Donc... Pour guérir tous les bleus. Alors, on termine avec, je vous ai demandé 3 recommandations, lire, voir et écouter. Quelles sont-elles pour lire déjà, Fred? Forcément. Donc, est-ce qu'on le voit dans le bon sens? Oui, on le voit dans le bon sens. Manuel de transition. De Rob Hopkins. C'est un bouquin qui parle dans sa première partie de 2 problèmes que notre civilisation occidentale a en ce moment, c'est la dépendance au pétrole et le changement climatique. Ça explique comment les deux sont complètement liés. Et dans donc la première partie, pour ceux qui sont déjà au courant, elle est un peu, on sait. La deuxième partie, mais elle est très instructive, cette première partie. La deuxième partie parle de comment on fait pour sortir de cette dépendance au pétrole, créer des bulles de résilience locales, voire régionales, pour pas trop se casser la gueule quand les prix à la pompe vont sérieusement monter, ce qui devrait plus trop tarder malgré la crise pétrolière qu'on vient d'avoir dans les dents. Donc c'est pas une lecture réjouissante dans sa première partie. Par contre, dans sa deuxième, elle l'est parce qu'elle apporte plein de clés, plein de solutions, plein de portes, plein de pistes. Donc c'est ma lecture sérieuse du moment. Natacha. Alors moi, c'est quelque chose de moins récent, mais qui est un roman que j'avais vraiment envie de vous présenter, qui s'appelle Swiss Trash, de Dunia Miralles, qui a été édité en 2000, mais qui parle en particulier des années 80. Et il a 2 choses que j'aime particulièrement dans ce bouquin, outre le fait que je connaisse l'auteur et que c'est une femme extraordinaire qui écrit des bons bouquins. L'autrice, je vais y arriver. Le livre Swiss Trash parle de la Suisse et la drogue dans les années 80. Et non seulement il est écrit dans une structure très intéressante parce qu'il se passe en même temps dans des villes suisses, et il est vraiment trash. C'est-à-dire qu'il est écrit sur le site internet là que j'ai trouvé tout à l'heure. Attention, ce livre n'est destiné ni aux mineurs ni aux âmes sensibles.
Il est écrit d'une manière hyper trash et en même temps, il montre cette période qui me fascine parce que j'étais en préadolescence à l'époque et j'ai un tas de plus grands qui avaient 4, 5 ans de plus que moi qui mouraient d'overdose autour de moi. C'est une période qui m'a marquée à l'époque. Et je ne sais pas si vous souvenez en France, mais nous en Suisse, on avait des scènes ouvertes de la drogue. On avait le Letten, on avait la Platzspitz, enfin on avait des endroits qui étaient vraiment particuliers et violents. Et ce livre est placé à cette période-là. Et je pense qu'il faut lire ce livre. Voilà. Très bien, c'est réjouissant. Tu nous proposes un pif gadget, s'il te plaît, Nicolas? Non, parce que je comprends pas, pif gadget. Non, je vais proposer moi aussi un roman qui est pas tout à fait récent, mais je me suis dit que autant proposer des choses qui étaient faciles à trouver en e-book en ce moment. Et alors que je suis tout comme Fred, moi, un de mes grands amours de littérature, c'est John Irving. Et je vais pas proposer John Irving, je vais proposer un autre auteur américain qui s'appelle David James Duncan, mais qui est pour moi, qui a la même force que John Irving. Et Dieu sait que c'est un compliment. C'est un roman qui s'appelle Les Frères K, qu'il a écrit lui en 92 mais qui a été publié en France en 2013 et ça a la même ampleur que les romans d'Irving. Ça parle de la famille, ça parle de la foi, ça parle de baseball sans être chiant. C'est ce genre de roman bouleversant qui, en plus, voilà, j'ai choisi un long roman parce qu'on a tous un peu de temps devant nous là en ce moment, donc je crois que c'est 800-900 pages et c'est le genre de roman quand on le ferme, on a l'impression d'avoir rencontré des nouveaux amis et on est triste de finir le livre parce qu'on ne veut pas les perdre. Et voilà, et chez John Irving, c'est exactement ça aussi, surtout qu'Irving, il tue souvent plusieurs personnages dans ses romans. Donc, on a cette espèce de deuil quand on finit le bouquin, et en même temps, un espoir énorme parce qu'on a l'impression d'avoir rencontré des gens formidables. Les Frères K, la lettre K, je ne sais pas l'éditeur, mais c'est David James Duncan. Moi, j'ai la partie philosophie du truc à lire. Donc et vous rigolez, mais c'est donc le crossover de Marvel, le gant de l'infini, donc le défi de Thanos, parce que c'est le troisième, le gant de l'infini, c'est 3 parties, et là c'est la dernière partie, le défi de Thanos. C'est juste pour faire aussi un petit big up à Stéphane Titeka, avec qui on a beaucoup discuté de l'univers Marvel, et je sais que c'est notre grand débat avec Nicolas, mais qui se foutait de ma gueule de mon adoration des films Marvel. Et lorsqu'il a vu Avengers, c'est Infinity Wars, il m'a dit, mais en fait, j'ai tout compris pourquoi tu aimes ça, parce que ça revisite tous les mythes, etc., etc. Enfin, il y a vu plein de choses et tout. Donc, je recommande de lire ce bouquin qui est d'après toutes les personnes qui, alors je sais que Fred, en principe, tu es un petit peu fan de ça, de comics, disent que ça, c'est la Bible avec Guerre secrète et Civil War. C'est vraiment génial à lire. Voilà. Une recommandation à écouter. Je vous livre la mienne tout de suite. C'est pas du tout Depeche Mode, c'est pas du tout David Bowie, parce que c'est suffisamment connu. Non, c'est Grégory Alan Isakov. J'ai eu la chance de le rencontrer même 2 fois. C'est un chanteur d'indie folk qui est une vraie vedette aux États-Unis. C'est un fermier, il cultive du cannabis thérapeutique. C'est un mec absolument adorable et génial. L'indie folk, c'est un petit peu ce que Billie Holiday faisait au jazz. C'est un peu triste, c'est pas du tout les mecs bang, 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 comme ça. C'est très lancinant, il a une superbe voix. Il y a un univers musical absolument extraordinaire là-dedans. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans Le Masque et la Plume. Et donc, est-ce que tu peux faire Xavier Le Harpeur, s'il te plaît, Nicolas? Et donc voilà, bref, comment tu vas faire Eric Nehoff, Fred? Tu peux sortir un truc absolument détestable sur les femmes, s'il te plaît. Voilà, bref, Grégory Alan Isakov, précipitez-vous, et en plus son dernier album, c'est vraiment une merveille absolue. Natacha, ta recommandation musicale? Les Gasoline Lollipops, c'est oui. que j'apprécie particulièrement. Ils sont énormément présents dans la bande-son d'Arizona. Et c'est un groupe qui vient du Colorado, de country alternative, de chanteurs. Comme Grégory Alan Isakov. Exact, ils viennent effectivement du même coin de la terre. Et, le chanteur a vraiment des textes extraordinaires, il a une voix extraordinaire, ils font vraiment de la super bonne cam. Et je lisais encore récemment qu'il a de la peine à bouffer parce qu'ils ont de la peine à s'en sortir, de vivre de tout ça. Donc si vous avez l'occasion de les écouter, d'acheter un album,
Et ça vaut la peine, la musique, elle est extraordinaire. Enfin, moi, je les adore. Fred? Alors, j'étais très embêté par rapport à cette reco parce que j'écoute plus rien, donc c'est compliqué. J'écoute plus rien de récent, donc je vais partir sur des trucs chiants, forcément. À savoir des podcasts de Radio France. Alors pour tous ceux qui disent j'en ai marre de payer ma redevance pour financer Ruquier, je vous rappelle que votre redevance sert aussi à financer Radio France. Donc 2 podcasts que je peux vous recommander, c'est Sur les épaules de Darwin de Jean-Claude Amessen. Alors le type a une voix, il vous lirait le bottin, c'est absolument incroyable. Il y a un risque qu'il vous endorme, parce qu'il a une voix comme ça hyper basse, hyper chaleureuse, mais il vous explique des trucs que vous n'auriez pas cru comprendre avant. C'est un extraordinaire vulgarisateur. Et si vous estimez que c'est trop costaud pour vous, bah, vous avez la version pour enfants, avec Noël Breham le dimanche soir. Ça s'appelle Les Petits Bateaux. Ouais, mais non, mais c'est bien aussi. Et c'est des gamins qui ont de 7 à 77 ans, pour reprendre la formule, qui posent des questions. Et c'est des vraies pointures qui viennent leur répondre. Donc là, on a appris pourquoi les cochons avaient des queues en tire-bouchon, pourquoi... Enfin voilà, des questions essentielles que tout le monde se pose. Et ben, vous aurez enfin les réponses avec Les Petits Bateaux. Voilà. Nicolas? Oui, alors moi je suis un peu comme Fred, j'écoute pas trop de trucs récents là. Donc au départ je voulais parler de Bowie parce que je suis aussi obsédé que Lilian par David Bowie et je voulais conseiller l'album Low qui est pour moi la bande originale du confinement par excellence. Mais j'ai lu sur Twitter hier avec tristesse que Marianne Faithfull était hospitalisée victime du Covid-19 et comme Marianne Faithfull est une grande dame et qu'elle n'est pas très en forme, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc, si vous pouvez réécouter Marianne Faithfull et notamment mon album préféré d'elle, c'est A Secret Life qu'elle avait fait avec Angelo Badalamenti, qui est le compositeur de David Lynch. Donc, A Secret Life de Marianne Faithfull avec quelques petites perles comme ça de chansons. Et puis, ça, voilà, c'est l'occasion de faire un clin d'œil à cette grande dame qu'on espère retrouver en bonne forme, si possible. Une recommandation à voir, film, série, Natacha? Moi, j'ai galéré pour préparer ça. Je suis super embêtée, en fait. Je viens de enfin pouvoir voir la dernière saison de The Americans, donc j'ai décidé finalement que j'allais parler de ça. C'est une série, je crois, qui n'est pas hyper connue ou moins que ce que j'aurais voulu, et je la trouve très très intéressante. Elle est très bien construite. Comme je tenais à payer cette fichue saison, j'y ai mis du temps. En même temps, je veux payer ce que je regarde et en même temps, je veux dématérialiser, ce qui fait que pour obtenir le truc, ça a été très très compliqué. Mais j'ai réussi à la trouver finalement de manière légale et j'ai pu la voir. Donc voilà, je pense que c'est l'occasion aussi de regarder. Il y a 6 saisons et c'est l'histoire d'espions russes installés aux États-Unis, mais depuis, ils sont préparés depuis pratiquement la naissance pour cette tâche-là, pour ce travail-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un couple, ils ont des enfants, c'est la famille classique américaine dont on ne soupçonnerait jamais. Et ce que je trouve très intéressant finalement, c'est ce que eux vivent, c'est leur motivation par rapport à ce qu'ils font pour leur pays. Ils ont les deux dans le couple petit à petit, avec le temps, des choses qui deviennent un peu différentes. Enfin, jusqu'où on est prêt à aller pour son pays, pour sa famille, etc. Donc je pense que ça, voilà. Je parle de ça parce que j'étais là-dedans, mais parce que sinon je n'arrivais pas à choisir. Nicolas? Écoute, moi je vais vous proposer une mini-série. Ça va vous amener vers une œuvre entière d'un de mes héros, c'est Bob Fosse. La série, c'est Fosse Verdon. Donc c'est une série qui, je sais pas, 10 épisodes qui raconte la relation entre Bob Fosse, qui est donc chorégraphe, metteur en scène et réalisateur de cinéma, et Gwen Verdon, qui était son épouse et une grande comédienne et danseuse de Broadway. Ils sont incarnés à la perfection par Sam Rockwell et Michelle Williams, qui sont pas des manchots. Voilà, donc vous avez ce duo d'acteurs extraordinaires dans cette mini-série qui vous raconte l'histoire de Fosse et Gwen Verdon, et ça vous permettra peut-être de découvrir, si c'est pas déjà fait, la filmographie de Bob Fosse. Elle est courte, c'est quelques films seulement, ils sont tous derrière moi. Je vais vous en montrer un qui est peut-être un de ses meilleurs.
c'est Lenny avec Dustin Hoffman sur la vie de Lenny Bruce, le grand Lenny Bruce. Il a réalisé Sweet Charity, qui est une comédie musicale, Cabaret, qui est également une comédie musicale, Lenny, donc, mon film préféré au monde, c'est All That Jazz, et Star 80. Donc c'est une toute petite filmographie, mais c'est extraordinaire. C'est un des plus grands cinéastes américains des années 70. Il a été éclipsé un peu par les Coppola, par les Scorsese, parce qu'il est décédé aussi assez jeune, Bob Fosse. C'est un chorégraphe de folie. Donc regardez si vous pouvez la mini-série Fosse Verdon. Je crois qu'elle est sur Canal. Je sais pas si c'est encore gratuit, Canal. Je crois qu'ils ont plus le droit de diffuser gratuitement. Mais et puis si ça vous intéresse, les films de Bob Fosse, c'est un génie et c'est toujours bien de se frotter au génie quand on peut. Fred, à voir. J'ai beaucoup galéré comme Natacha. Parce que je ne regarde rien non plus. Je n'écoute rien, je ne regarde rien. J'ai pas le temps, c'est affreux, j'ai pas le temps. Non, par contre, j'ai eu l'illumination là à l'instant. Je vais vous conseiller une petite web-série qui va prendre pour sa première saison, je pense, 2 heures de votre vie, ou 3, enfin un truc ridicule, qui s'appelle The Man in the Booth. Alors c'est en anglais, c'est en VO, je ne sais pas si on peut le trouver en VF ou en sous-titré sur YouTube. Le pitch est tout simple, dans un petit café américain, donc le café classique, vous voyez, avec ces petites cabines, petits canapés. Il y a un type qui attend qu'on vienne le voir, et quand on vient le voir avec une demande, il vous dit oui, c'est possible, pour faire ça. Enfin, pour obtenir ce que vous voulez, il va falloir faire ça. Et alors, il y a des gens qui viennent le voir en disant je veux un enfant. Oui. Il y a des gens qui viennent le voir en disant je voudrais que ma femme guérisse du cancer. Oui, d'accord, pas de problème. Il va falloir faire ça. Et sauf que quand vous écoutez les demandes, vous dites ce type ne peut pas résoudre les problèmes. Sauf qu'en fait, il les résout. Et tout l'intérêt est de voir comment il arrive à obtenir ça et comment il pousse les gens, comment il obtient des gens qu'ils fassent ce qu'ils font. Le casting est absolument à tomber par terre. Le man in the booth, en l'occurrence, c'est Xander Berkeley, que les fans de 24 reconnaîtront. C'était le patron de Jack Bauer dans les 2 premières saisons. Il y a, pareil, quelques têtes très connues dont on ne sait jamais les noms, hein, vous savez. Donc, il y a eu 2 saisons de ça. La première saison est absolument surprenante. La deuxième est un peu en dessous, mais encore une fois, au total, ça doit représenter 6 heures. Donc, allez voir ça. The Man in the Booth. Moi, je recommanderais très chaudement une de mes séries préférées de tous les temps, qui s'est terminée dernièrement, qui s'appelle Mr. Robot, de Sam Esmail avec Rami Malek. C'est anxiogène, c'est une peinture délirante de notre société actuelle. C'est l'histoire d'un hacker qui a décidé de péter la grande firme, on va dire ça comme ça. Mais c'est totalement schizophrène. Et les 20 dernières minutes du dernier épisode de la dernière saison sont tellement extraordinaires que tu te dis putain, si ce type a pensé à ça depuis le départ, c'est un génie. Et quand je dis génie dans le sens David Bowie de l'écriture, parce que c'est absolument exceptionnel. Et tous les derniers épisodes de la dernière saison, il y a un épisode totalement dans le silence, il y a un épisode qui est totalement théâtral, shakespearien. C'est incroyable. Il n'y a que ça pour sauver Rami Malek après cette bouse de Queen. J'allais dire, j'ai pas trop aimé les moments où il chante ce titre. Exactement. S'ils lui ont viré le dentier, c'est déjà ça. Ouais, déjà. On termine juste avec 5 questions. Vous me répondez sur un mot, très rapidement. Quel est le plaisir ordinaire qui compte pour vous, Natacha? Café. Le café. fait. Nicolas, le plaisir ordinaire qui compte pour toi? Rire. Fred? Une nuit de sommeil complète. Quel est le dernier moment où vous avez été étonné, Nicolas? Pardon, c'est pas rigolo, mais quand on n'a pas annulé le premier tour des élections municipales. Fred, quel est le dernier moment où tu as été étonné? Quand un éditeur que j'ai contacté comme ça de nulle part m'a dit ça a l'air vachement sympa ce que tu écris, tu m'écrirais 2 bouquins? D'accord. Natacha? Quand ma fille Margot, qui a 9 ans, m'a dit « Mais maman, je n'arrive pas à m'y résoudre. » Vous êtes face à Dieu.
quelle question lui posez-vous, Natacha? Joker. Très bien, tu pourras lui dire Joker. Nico? Et alors, la toupie à la fin d'Inception, elle tombe ou pas? Ça, c'est bien, ça. Fred? Mais t'as foutu quoi tout ce temps? 3 mots pour vous définir. Nicolas? Aïe, aïe, aïe. Je sais, il est tard, ça fait On 1h40. dirait tellement un entretien d'embauche, bordel. Mais c'est pas 3 mots pour me définir. Chauve qui peut. Fred? Feignant, perfectionniste, mal éclairé. Avec un trait d'union. bien sûr. Natacha? You keep punching. Yeah. Et enfin, donnez-moi chacun une bonne nouvelle. Les admissions en urgence sont en train de diminuer en France. Nicolas, est-ce que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer? Avec le port du masque qui va devenir obligatoire, on sera moins obligé de supporter le physique approximatif de nos contemporains. Natacha? Attends, je t'envoie un mot, je t'envoie ça. Je t'envoie un cœur. Un cœur à moi? J'ai envoyé un cœur à Nicolas parce que ça me plaît beaucoup. Oui, Je t'en enverrai aussi des cœurs, Natacha, via Skype. la bonne nouvelle, c'est que ce qui est en train de nous arriver, malgré tout ce à quoi ça ressemble, c'est une bonne nouvelle. Bien, ça sera que ça le devienne. Ça deviendra une bonne nouvelle. Ça dépendra un peu de nous, on va s'y coller. Voilà, exactement. Merci infiniment. J'essaie de faire l'émoticône main qui prie et qui remercie, namasté. Merci énormément Natacha, merci énormément Fred, merci énormément Nicolas pour cet épisode pilote de Salut la compagnie. On va dire que si cet épisode fait plus de 100 vues en une semaine, j'en fais un deuxième. D'accord. Attention, hein, donc faites marcher les clics. Hein, il y avait un fameux rappeur, enfin c'est même pas si c'était un rappeur, un gars de cité Marseille, vous vous souvenez, non? Oh, Il disait un mec qui parlait mais tellement mal, c'était horrible, ils étaient tous avec cliquer bande de salopes. Il faisait des fautes d'orthographe à l'oral, le mec. À l'oral, c'est ça qui était fantastique. C'était fantastique. Marseille, c'était tout un poème. Non, vraiment. En temps normal, je vous dirais c'est quoi votre actualité, mais là, on a tous la même actualité. Voilà, on est tous ensemble. Et en tout cas, merci d'avoir partagé ce moment tous ensemble. Je suis très heureux que enfin, il y en a déjà 2 qui se connaissaient, mais que maintenant vous rencontrez aussi Fred. Natacha, Nicolas et moi, on fait un bisou, je suis sûr, à Jean-Paul Allègre, qui doit nous écouter. Et Annick, qu'on embrasse. Voilà, et Fred, je l'ai dit, tu as connu aussi Jean-Paul Allègre, puisque avec Fred, j'ai commis ma première pièce de théâtre et on avait monté notre première compagnie pendant 7 ans qui s'appelait Les 1001 scènes. Fred a créé bon nombre de mes toutes premières pièces. Sur ce, chers amis, je vous remercie. Merci à toi, Lilian. Merci à toi pour l'initiative. Oui. Mais merci de m'avoir suivi dans ce crash test. Voilà. Je vous embrasse très, très, très fort. Je coupe ici l'enregistrement et merci de partager cette vidéo, merci de la liker, etc., etc. Et comme j'ai l'habitude de dire, salut la compagnie.